Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, 100% débat, et ce soir ça sera 100% arbitrage. Alors ce soir avec mes chroniqueurs, Thomas, le Twitter dingue, j'ai envie de dire, mademoiselle Émilie, la mademoiselle de l'équipe, notre Julien, notre attaquant de pointe, et j'ai envie de dire notre meneur de jeu Chris. Bonsoir mademoiselle, messieurs. Bonsoir. 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 Et ce soir, notre invité n'est pas un joueur ce soir. Et ce soir, il a pourtant été sur des grands matchs. Il a arbitré des grandes rencontres. C'est un ancien arbitre international. Je vous demande d'accueillir monsieur Terrien Bruno. C'est un réel plaisir pour nous ce soir de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Merci. Ce soir, chers auditeurs, si vous avez envie de réagir, pas de problème, il vous suffit juste d'avoir Skype, vous rajoutez On aime tout auditeur, et on réagira en direct avec vous sur les débats sans aucun problème. Je vous rappelle aussi que si vous voulez réécouter nos anciennes émissions, il suffit juste d'aller sur YouTube, de rajouter Quand on aime le foot, on parle foot, et vous aurez toutes nos anciennes émissions. Avant de commencer cette émission sur l'arbitrage, j'ai envie de citer Fabrice Jouot. Il dit juste « Le débat sur l'arbitrage et son évolution est une aubaine pour les bavards ». Et ben ça tombe bien, ce soir, nous sommes très très bavards. Je vais lancer tout de suite ce premier débat sur l'arbitrage. La première question de ce premier débat, l'arbitrage évolue-t-il favorablement depuis quelques années? Nous parlerons donc des micros, de la vidéo, des arbitres à 5, des nouvelles règles, et de la notation des arbitres aussi. Donc pour moi, la première question pour vous Bruno, l'arbitrage à 5 est-il vraiment une solution? Écoutez, chacun s'accorde à dire que la surface de réparation, c'est la zone de vérité. C'est là où surviennent toutes les polémiques. Est-ce que le but est entaché d'une faute? Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Est-ce qu'il y a but? Et lorsque l'arbitre siffle un coup franc à la limite de la surface, il y a souvent un doute sur l'endroit. Est-ce que la faute est commise à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation? J'ai tendance à penser que plus on placera cette surface de réparation sous le contrôle de plusieurs perdus, mieux ce sera. Donc moi, l'idée, elle est bonne, hein, elle est respectable, mais pour avoir vu plusieurs matchs d'Europa League, de Champions League et l'année dernière de Coupe de la Ligue en France, j'ai pas en mémoire une seule intervention d'un arbitre de surface pour aider l'arbitre central. J'ai même souvenir d'un match à Marseille, j'ai Coupe d'Europe, où l'arbitre central avait sifflé penalty, et penalty était justifié, et l'arbitre de surface veut dire qu'il n'y avait pas faute. Vous voyez, donc, alors, oui, sur le concept, mais dans l'application, je suis pas du tout convaincu. Moi, je trouve assez peu, trop peu interventionniste dans le jeu, et vraiment, passer 90 minutes, voire même 120 pour une match de Coupe de la Ligue, très d'un but dans le froid, vraiment, je les envie pas. Moi, j'ai une deuxième question. Pour vous, l'arbitrage vidéo, c'est bien, moyen, vous en pensez quoi, vous? Écoutez, moi j'ai écrit un livre là-dessus, j'ai écrit un livre juste avant la Coupe du Monde 2010, SOS arbitre, SOS vidéo. Alors, faut avoir été arbitre et de haut niveau, faut savoir que d'abord c'est une mission qui est extrêmement difficile, exposée. Les arbitres, vous savez que sont les boucs émissaires désignés d'office pour justifier les défaites des entraîneurs, comme ça leur évite à certains une propre autocritique. Les arbitres d'abord sont tous des gens honnêtes, hein, et quand ils se trompent, bien sûr, sont les premiers malheureux. Alors je crois qu'il faut arrêter de faire le procès de ces hommes qui sont faillis comme tout un chacun, mais plutôt d'un système d'arbitrage qui, à mon avis, est totalement aujourd'hui dépassé. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que l'erreur d'un arbitre est encore tolérable et admise? Force est de constater que chacun répond non. On ne supporte plus l'erreur des arbitres, parce qu'il y a trop d'enjeux sportifs, il y a aussi beaucoup trop d'enjeux économiques dans les compétitions pour accepter l'erreur. Moi, j'ai souvenir d'un match il y a 2 ans en fin de saison, c'était Valenciennes-Lyon, arbitré par Stéphane Brey, qui siffle un pénalty pour Valenciennes. Grâce à ce pénalty, donc, Valenciennes égalise de partout, si les souvenirs sont bons. Et dans le couloir
menant au vestiaire après le match, monsieur là de dire à Stéphane Drey, qui était l'arbitre, bon, cette penalty, votre petit sifflet va me coûter plusieurs millions d'euros. Vous voyez? Donc, il y a trop de responsabilités aujourd'hui sur les épaules des arbitres. Alors, oui, moi je milite pour une aide à l'arbitre. Parce qu'on peut plus continuer comme ça. Les arbitres n'ont jamais été aussi bien préparés, aussi proches de l'action, ils sont des professionnels, mais force de constater que dans le football, aussi, la perfection n'existe pas et que ça reste une activité humaine. Et quelque part, j'ai même tendance à penser que l'injustice nourrit la légende du sport. Souviens, enfin, vous êtes plus jeune que moi, mais en 66, en finale de la Coupe du Monde en Angleterre, on ne sait toujours pas, 40 ans après, si le deuxième but anglais a franchi la ligne. Et ça fait partie aussi de l'histoire du sport, que de laisser cette part de hasard et d'incertitude. Oui, bah après ça fait partie du sport, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'arbitrage vidéo peut, on va dire, soutenir peut-être les arbitres dans un certain cadre. Ouais. Oui, alors moi, là aussi, la vidéo, moi je pense qu'il faut, on va y arriver, c'est inéluctable. D'ailleurs, la FIFA a commencé à ouvrir la porte, notamment sur la ligne de but. Il faut trouver un système. Souvenez-vous, la dernière Coupe du Monde, le but de Lampard qui a franchi la ligne pratiquement de 50 cm, le ballon, l'assistant n'était pas sur la ligne de but. Et c'est normal, c'est quand même une action dans le jeu, il était à la hauteur de l'avant-dernier défenseur. Et l'arbitre était placé dans l'axe du terrain à 30 mètres. Donc cette ligne n'était pas sous contrôle. Donc ce qui s'est passé en 2010 peut se reproduire. Là, à l'Euro, il y aura des arbitres de surface, mais à la Coupe du Monde 2014, donc il faut prendre des solutions pour aider les arbitres. Et moi, je me dis pour la vidéo, uniquement dans la surface de réparation. Pareil, est-ce que le ballon a franchi la ligne, un contrôle technique, ou est-ce qu'un but est remplacé d'une faute? Souvenez-vous de la main de Thierry Henry, on aurait eu la vidéo ce soir-là, ça aurait pris 10 secondes. On voit que l'arbitre a un doute, les assistants n'ont rien vu, on contrôle l'image, et puis quelque part, l'affaire est réglée, en peu de secondes. Vous savez, vous, carrière d'arbitre, on a tous des casseroles. Moi, j'en ai deux. C'est Nantes-Marseille, la première en 1999. Un match de Coupe de la Ligue, c'était un 16e de finale qui s'est joué à Caen sur terrain neutre. Match nul à but en ordinateur 2-2, donc épreuve de tir au but. Et il y a 4-4, c'est-à-dire que le quatrième Marseillais, voilà, le cinquième lanceur avait raté son tir, pardon. Le cinquième Marseillais se présente, donc c'est un personne de droite, il frappe, le ballon tape là-bas et rebondit. Et on estime insistamment que le ballon n'a pas répondu dans le jeu, donc on ne valide pas le tir au but. Or, le ballon avait bien franchi la ligne. Donc ça aurait dû faire 5-4 à Marseille. Marseille aurait dû être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc on refuse le tir au but des Rémois. Donc le sixième tireur arrive de lance, il marque. Et le sixième Marseille, qui s'appelait Camara à l'époque, arrive. Il tire de net au-dessus. Donc Marseille élimine vers Courbis, qui est toujours le bon mot, dira à la fin du match. Donc voilà, bravo à Lens. C'est la première fois que je vois une équipe éliminée en 16e de finale qui gagne la finale de la Coupe de la Ligue. Cette année-là, ils avaient gagné la finale de la Coupe de la Ligue. Ah oui. Non, mais alors qu'ils étaient éliminés en janvier. Voilà une action vraiment concrète où la vidéo pourrait aider les arbitres. Le match est terminé. On a un doute sur la validité du tir. On regarde à l'image. Et voilà, et l'erreur est tout de suite rectifiée. Voilà un exemple concret où la vidéo pourrait aider les arbitres. C'est vrai que ça arrive très peu souvent. Donc peut-être ce sera beaucoup d'investissement pour très peu d'utilisation. Si quelque part la vidéo aussi peut ramener la sérénité autour de l'arbitre. L'arbitre saura que maintenant, dès qu'il y a un problème sur la ligne de but, il y a l'image vers la vidéo. Regardez au rugby. Il y a un doute sur la validité d'un essai. L'arbitre, il prend plus aucun risque, il demande la vidéo, et tout le monde attend gentiment la décision de l'arbitre vidéo, et personne ne conteste rien. Donc ça va ramener un meilleur climat, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un jour, une erreur d'arbitrage pourra générer, dans des grands matchs, de la violence dans un stade. C'est bien, oui. À une époque où le nationalisme est de plus en plus exacerbé, parce que pour revenir sur France-Irlande, faut quand même rendre hommage aux Irlandais, aux supporters et aux joueurs, qui ont été remarquables pendant et après le match. Vous imaginez, c'était un match de barrage pour la Coupe du Monde. On aurait joué contre notre équipe avec des supporters bien plus chauds, ça aurait pu très mal finir. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonsoir, monsieur Dorian, Bruno. Maintenant, aujourd'hui, ça fait 4 ou 5 ans qu'on parle de la vidéo sur les terrains de foot. Pourquoi c'est pas encore mis en place pour vous? C'est simplement parce que la FIFA et l'IFAB, qui est constitué de 4 personnes de l'International Board et 4 personnes de la FIFA, sont des conservateurs et ne veulent pas de l'usage de la vidéo dans le football. Et Michel Platini, qui est le président de l'UEFA, n'en veut pas non plus, il en fait une affaire de principe. Et donc, ce sera plus le même sport. Mais j'entends aussi ce discours, parce que le
contrairement au rugby, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. C'est pas un sport qui est en mouvement. Au football, c'est un sport qui est toujours en mouvement, quoi. Alors, comment, par exemple, quand les adversaires de la vidéo disent, par exemple, il y a une frappe. Le ballon frappe la barre et rebondit sur la ligne ou pas. On a un doute. Mais le ballon repart. Il repart dans l'autre sens et il y a plus de l'autre côté. Comment on fait? On a arrêté le jeu. Mais... On vérifie au départ initialement que le ballon n'avait pas franchi la ligne. On reprend comment le jeu? Et on part à une autre action. On constate que par exemple, il y a un ballon, on a un doute, il a franchi la ligne ou pas, mais sauf qu'on constate que 30 secondes avant, c'est-à-dire une rentrée de touche qui n'a pas été donnée à la bonne équipe. Est-ce qu'on revient sur la rentrée de touche et on redonne la touche à la bonne équipe? Non, il n'y aura pas de but derrière. Donc c'est vrai, c'est pas aussi évident que ça, l'usage de la vidéo dans le football. Bonsoir monsieur Derrien, mais moi je suis vraiment passionné par ce débat parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il est éternel. Alors moi, j'ai une très courte expérience d'arbitre et je peux dire que même à un niveau très très faible, parce qu'on commence toujours par les plus petits évidemment quand on a un sifflet en bouche, on ressent quand même une certaine pression. Et oui, même au niveau amateur et même dans des petits stades où on a peut-être moins de 100 spectateurs, on a déjà des insultes. Moi je me suis fait insulter, je n'ai arbitré que 4 matchs. Donc je peux déjà soutenir ce que vous dites, monsieur Derrien. Et moi je trouve passionnant ce débat parce que on est très concret, on parle de 5 à 6 thèmes très importants différents. On en a parlé en 5 minutes, mais il faut être concret, mais il faut pas balayer d'un revers de la main comme ça les sujets. C'est important aussi de parler de la mentalité, de la psychologie. Alors moi je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'injustice, c'est quelque chose qui fait la légende du sport, mais le problème c'est quand elle va toujours dans le même sens. Je suis aussi d'accord avec vous quand vous dites que les interprétations, elles seront toujours sujettes à caution et à critique, et ça durera encore pendant 1000 ans. Ça. Le problème c'est quand il n'y a pas interprétation, quand le ballon a franchi la ligne de but, ce n'est pas une interprétation. Quand il y a une faute évidente, un tacle assassin, ce n'est pas une interprétation. Donc je pense que là, il y a matière à évolution, et je dénonce tout comme vous cette espèce de conservatisme, mais on peut le comprendre quelque part face à l'inconnu des dirigeants sportifs. Ils n'ont pas le point de vue des supporters et eux, ils pèsent un peu plus et plus longtemps le pour et le contre. Non, mais en fait, c'est vraiment, on va partir là-dedans, c'est une question d'argent, il faut pas le cacher. Les clubs, sur une faute d'arbitrage, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, monsieur Derrien, parlent de millions d'euros. Mais bon, ils sont humains. J'ai envie de dire, ils sont humains, ces arbitres. On peut pas tout leur donner dans la bouche. C'est pas possible. C'est dur d'être arbitre. Il faut être conscient que c'est un métier hyper stressant. En ayant lu le livre À bas l'arbitre de Bruno Derrien, franchement, je suis je suis choqué des propos de ce qui se passe dans ce livre. C'est-à-dire que la pression que les présidents mettent sur les arbitres, je trouve ça affolant. Alors, ça les aide pas sur le match. Donc, il faudrait justement avoir cet arbitrage vidéo. Et j'ai une petite question justement, selon l'arbitragevideo.fr, que j'ai récupéré sur un site internet, donc l'arbitragevideo.fr, si l'arbitrage serait en place, Auxerre serait 11e avec 9 points en plus. C'est énorme. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a même un site internet qui tous les week-ends, il s'appelle levraiclassement.com, et qui tous les week-ends donc répertorie tous les erreurs d'arbitrage, et en fonction de ça, donc fait le vrai classement. Bon, moi je vous rejoins, l'arbitrage, ça reste une fonction humaine, quoi. C'est une activité humaine, il y a une grande part d'interprétation dans l'arbitrage. Parce que vous dites que les vidéos, c'est factuel sur la ligne de but. Il y a des cas où c'est clairement factuel, quand le ballon franchit d'1 mètre la ligne, quand je prends le but de Lampard, là c'est incontestable. Il y a des fois où le ballon frôle la ligne, vous savez, pour qu'un ballon, un but soit validé, il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne. Oui, mais monsieur, pardon, monsieur Derrien, mais vous voyez par exemple qu'au tennis, c'est une question de millimètres et l'arbitrage vidéo arrive à déceler au millimètre près. Il y a certainement des technologies qui peuvent permettre... Non, par contre, non, je suis pas d'accord avec toi, Chris, mais si. Bruno, je vous laisse finir. Oui, il faudra mettre de vrais moyens techniques sur la ligne pour qu'il n'y ait vraiment aucune erreur de possible. Mais la vidéo dans la surface de réparation, dans ce même match France-Irlande, souvenez-vous, à un moment donné, il y a une sortie du gardien irlandais dans les pieds d'Amelka. Hein, et Amelka tombe. Bon. Quand on prend l'image, on était 10 arbitres. Vous en avez 5, 6 qui vont vous dire il n'y a pas
2 ou 3 qui vont dire qu'il y a pénalty. Vous voyez? Donc, la vérité de l'image, elle reste subjective aussi dans certains cas. L'image ne va pas tout résoudre. Ceux qui pensent que l'arbitrage vidéo va faire disparaître les erreurs se trompent lourdement. Ça va réduire les erreurs sur un match et ça va pas faire tout disparaître. Parce qu'il y aura beaucoup. C'est en fin de compte l'arbitre vidéo qui aura la décision. Et vous mettez, je suis désolé, devant certaines images, chacun, tout le monde ne réagira pas de la même façon. Donc, chacun a... C'est anecdotique, par contre, effectivement, pour revenir sur ce que dit Bruno, au niveau de la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, les instances n'en veulent pas. Donc, les instances disent haut et fort publiquement qu'elles n'en veulent pas, mais pourtant, il y a des cas précis où la vidéo, au cours d'un match, a influé sur le score d'un match. Et je pense notamment à un match à France-Italie 2006 en Coupe du Monde, la finale. Et l'expression de Zidane, c'est ça? Tout à fait. Ne me dites pas que la vidéo n'a pas expliqué Zidane. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une... bon, l'arbitre de quatrième arbitre, c'était un arbitre espagnol. Et quand Zidane donne son coup de tête, il le donne dans le dos de l'arbitre argentin, qui ne le voit pas. Et l'assistant, alors, il se dit que c'est le quatrième, parce que moi j'étais souvent, ça m'est arrivé avec le quatrième arbitre en Coupe d'Europe, notamment avec un phare plusieurs fois, et la Coupe du Monde, le match éliminatoire, et donc sur le banc du quatrième arbitre, le délégué de la FIFA et la FIFA qui est à côté, il y a un écran de contrôle. Donc c'est vrai qu'on peut tout voir. Bon. Alors, aujourd'hui, la question qui se posait là, et la FIFA a toujours démenti en disant que ce n'était pas le quatrième arbitre qui avait vu sur l'écran de contrôle, et que c'était le quatrième de sa place en direct qui avait vu la faute, et l'assistant également qui avait donc averti l'arbitre en face, parce que vous savez que les arbitres correspondent avec des oreillettes, hein, tous les 4. Bon. Ça, c'est la position de la FIFA, parce qu'ils ne vont pas vous dire, bien sûr, qu'ils ont utilisé la vidéo, parce qu'ils refusent la vidéo. Donc, comment voulez-vous refuser la vidéo? Il faut en servir à des fins disciplinaires pour expulser un joueur. Ce serait tout à fait illégal. Bon. Après, c'est la parole des uns contre la parole des autres. On n'a pas une image qui montre clairement, une caméra près des bancs, qui montre clairement que le quatrième arbitre est en train de vérifier à l'image ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc ça, on n'aura jamais la vérité. Mais au final, le coup de tête de Zidane, il existe. La provocation verbale de l'Italien avec les aussi, probablement, et quelque part, ce geste, on ne va pas le faire. Bien sûr, monsieur Derrien, je suis totalement d'accord. Et ce qui me sidère, moi, ce qui m'a sidéré dans ce débat-là, parce que il est intervenu dans les médias français pendant des semaines, c'est que c'est un peu comme quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez d'avoir la gale. On critiquait l'arbitre, alors que quand même la condamnation, elle devait être à l'égard de Zinedine Zidane, et certainement pas envers l'arbitrage là-dessus. On condamne plus facilement les arbitres pour leurs erreurs vis-à-vis des tricheurs, plutôt que les tricheurs eux-mêmes. Il y a un exemple, là encore, historique exprès, c'est Argentine-Angleterre. Le but de Maradona de la main, on a critiqué l'arbitre pendant des semaines, le pauvre arbitre bien était démoralisé, alors qu'au final, Maradona est passé pour un dieu. Et on a fait passer dans la postérité en disant la main de Dieu. Ça, c'est vrai que c'était encore une fois un grand écart déontologique. Mais moi, je ne vous rejoins pas là-dessus, messieurs. C'est certes un gros fait d'arbitre et automatiquement cet arbitre a pris énormément plein la tête, on va dire ça comme ça, parce que c'est dur moralement de se relever de ça, mais c'est la faute humaine, quoi. Voilà. Mais ça fait partie de l'histoire du football. Ça, vous ne pourrez jamais l'enlever. Et certes, la vidéo, ça va l'enlever tout ça. Et c'est malheureux à dire. Peut-être que certains clubs vont perdre énormément sur la faute d'arbitrage. Mais ce système d'histoire avec peut-être ces fautes d'arbitrage, on va dire entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que ça, enlève l'histoire. Mais elles existeront toujours, les fautes d'arbitrage, Chris. Elles existeront toujours puisque l'interprétation existera toujours. La question est de savoir, et il faut rentrer dans le débat à un moment donné, la question est de savoir, est-ce que l'on veut que les décisions qui ne sont pas interprétables, c'est-à-dire est-ce que le ballon a franchi oui ou non la ligne de but? Il n'y a pas moyen d'interpréter oui ou non. Non mais je suis pas d'accord avec toi, Chris, parce que en ce moment même, sur la vidéo, sur le peu qu'on a sur la vidéo, c'est-à-dire sur les médias, c'est-à-dire Canal+, tout ça, des fois certains n'arrivent même pas, c'est-à-dire même sur un hors-jeu, même sur la ligne, n'arrive même pas encore à déduire si le ballon est entré totalement ou est sorti. Et à un moment, faut arrêter. Il faut soit on le met en place totalement, soit on n'en parle plus du tout. C'est-à-dire que faut Platini mettre ça en place,
ou arrête totalement. C'est-à-dire que là, il est en test avec son arbitrage à 5, qui pour moi, personnellement, on attend encore le débriefing de l'UEFA, mais pour moi, comme disait Bruno tout à l'heure, n'a strictement rien montré et n'a rien amené dans l'arbitrage. Donc, soit il faut les soutenir, ces arbitres, avec ce système vidéo, mais plus performant, et avec, vous avez parlé à un moment d'un système de puces à l'intérieur du ballon pour savoir si le ballon franchissait la ligne avec un système électronique. Ça s'est jamais fait. Voilà, ça s'est jamais fait. Il y a un moment, faut prendre des bonnes décisions, faut les prendre radicalement. Certes, en UEFA, ça se passe avec des votes, donc je pense pas qu'on puisse mettre ça en place comme ça. Ça va être difficile, même pour Monsieur Platini. Émilie, que penses-tu de cela justement? Non, mais justement, je pense que, enfin, personnellement, je pense que pourquoi la vidéo, elle n'a pas été mise en place, c'est parce qu'elle dérange. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Elle dérange. Sur quel plan? Après, on va peut-être pas rentrer dans le entre guillemets hard parce qu'il faut pas trop se prononcer. Mais aujourd'hui, pécuniairement, la vidéo dérange. Si on part, enfin, j'ai assisté à un match il y a un petit peu de temps déjà sur un Monaco-Auxerre. Où il y a eu des cartons après du temps passé, des recartons mis. Aujourd'hui, la vidéo, elle serait là, elle dérange. Elle dérange particulièrement les clubs et elle dérange particulièrement sur les maintiens ou les matchs où il faut jouer politiquement correct. Monsieur derrière. Surtout la FIFA, ça dérange. Ouais. Je suis un petit peu, moi, qui m'a surtout déçu quand j'ai eu à entendre parler de tout ça, c'est quand je vois Platini qui finalement revient sur l'arbitrage à 5, mais quand il a instauré cet arbitrage à 5, il l'a fait, il l'a revendiqué, il a pendant le dit, il a fait cette règle de l'arbitrage à 5 pour justement éviter de revoir ce qu'on avait vu à la Coupe du Monde dernière, les choses aberrantes qu'on avait vu, notamment les matchs en Angleterre à Argentine, il me semble. Il a revendiqué l'arbitrage. Il a dit que l'arbitrage à 5 allait finalement permettre de voir si justement le ballon avait franchi la ligne et tout. Et moi, je trouve que c'est une manière détournée pour Platini et Blatter, d'ailleurs, si tu le suis sur ce point, c'est une manière détournée de finalement dire je veux pas de la vidéo, donc j'essaie de trouver un substitut à ça, qui finalement ne se substitue pas du tout, parce qu'il faut quand même voir les choses en face. Mais on peut mettre autant d'arbitres qu'on veut, on peut mettre 15 arbitres derrière les buts si on veut. C'est pas l'arbitre qui est derrière les buts qui sera mieux à même de voir si le ballon a franchi la ligne, c'est l'arbitre central. Il n'y a pas tellement d'interprétation possible, effectivement, que pour un point comme celui-ci, je ne vois pas, hormis la technique, je ne vois pas ce que le vidéo peut apporter sur ce point. Donc là, c'est toute l'attitude de la FIFA sur cette question qui me pose problème. Mais vous savez, le débat sur la vidéo, c'est un serpent de mer. Hein. Ça fait des années qu'on en parle. Vous savez, des erreurs d'arbitrage, on a toujours eu. Hein, ça alimente le café de commerce. Après, si on est ensemble ce soir, c'est parce que ça fait débat. Et oui, mais... des erreurs d'arbitrage, il y en avait peut-être beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, sauf qu'on ne les voyait pas. Il y avait une caméra qui retransmettait le match. Il y avait une émission le dimanche matin ou samedi soir tard, c'était le téléfoot, c'était la scène. Donc on voyait pas grand-chose et les arbitres étaient moins fragilisés. Mais je pense que la télévision a tué l'arbitrage. Aujourd'hui, en Canal, moi j'adore voir les matchs sur Canal, c'est super bien filmé, c'est ralenti, tout ça c'est pour les abonnés, c'est génial. Mais ça fragilise complètement les arbitres aujourd'hui. Moi je pense qu'une erreur d'arbitrage, c'est une erreur qu'on voit en live, en direct, et non pas au 5e ralenti. Voilà. C'est comme ça. Et puis c'est pareil, les assistants, bon les cheveux tous, on les appelle les assistants depuis quelques années. Bon, c'est injugeable de juger les enjeux. C'est injugeable. Hein, moi j'ai un ami qui m'a dit il faut avoir un strabisme divergent, vous voyez, pour avoir à la fois un œil sur le ballon, au départ du ballon, sur la frappe, et un œil à la hauteur de l'avant-dernier défenseur. Comment voulez-vous juger, regarder à droite, à gauche et à droite en même temps? Donc c'est impossible. En plus, vous devez juger de la position de l'attaquant. Est-ce qu'il est sur la ligne? Est-ce qu'il est un peu devant ou un peu derrière? Sur la ligne, il n'y a plus hors-jeu. Par contre, les bras dépassent ou les jambes, enfin, les jambes dépassent et pas le torse, c'est hors-jeu. Vous imaginez la vitesse du ballon? Donc je trouve, sur mon chapeau aux assistants, il y a peu d'erreurs par rapport au nombre d'actions
des hors-jeux qu'ils ont à juger. Et maintenant, vous avez dû constater que depuis des années, les assistants, longtemps, dès qu'il y avait un doute, l'assistant, il levait son drapeau. Il jouait la sécurité, avantage à la défense. Maintenant, les assistants élèvent beaucoup moins leur drapeau, et c'est avantage à l'attaque. Et on voit déjà des buts marqués, beaucoup plus de buts marqués, dans le championnat de France, avec des hors-jeux, des joueurs qui sont pas en jeu, pratiquement sont limites. Et le doute aujourd'hui est privilégié l'attaque. Bon, je trouve que ça va dans le bon sens. Et moi, je tire un coup de chapeau aux assistants qui ont une mission extrêmement difficile. Moi, je l'ai été quand j'étais jeune arbitre. J'ai détesté faire la touche, on appelle ça dans le jargon, faire la touche avec l'assistant. Eh bien, je trouvais ça tellement difficile à juger. Voilà. Alors, on demande aussi d'être beaucoup plus actif dans le jeu, de prendre plus de responsabilités, d'aider davantage l'arbitre. On voit des assistants de temps en temps qui signalent un penalty à l'arbitre. Il faut se souvenir qu'à l'Euro 2000, moi j'étais au match à Bruxelles, France-Portugal en demi-finale. C'est l'assistant de l'arbitre autrichien qui signale une main du Portugais sur sa ligne. L'arbitre ne l'avait pas vu, et c'est penalty pour la France, et c'est but en or dans la prolongation. La France est qualifiée en finale sur ce penalty. Et le pauvre arbitre assistant qui avait pris sa responsabilité s'est fait cracher dessus par les Portugais. Je le vois encore quitter le terrain, longeant la ligne, entouré par des délégués tout pour le protéger, pour rentrer au vestiaire. Et derrière, les joueurs portugais qui ont été suspendus plusieurs mois. Donc, non mais justement, en parlant de vidéo, donc juste pas à outrance, on est d'accord. Aujourd'hui, on va dans la vie active, les supermarchés, on est passé aux caisses automatiques, c'est parce qu'on est dans le foot. Donc par exemple, si on mettait sur un stade de foot les buts uniquement sur la ligne de but et qu'on dit oui c'est bon ou c'est pas bon, en laissant tous les arbitres en route, mais en revanche, en mettant des vidéos juste sur les lignes de but, est-ce qu'on gagnerait pas au change? Parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, et testons-le. Voilà, mais testons-le, ça fait au moins, excusez-moi de vous couper, mais ça fait au moins 4-5 ans qu'on parle de vidéo, est-ce qu'on met vidéo ou pas, et au bout du compte, on n'a pas vidéo, mais au jour d'aujourd'hui, les arbitres, ils s'en prennent toujours plein la tête. Donc, au bout d'un moment, il va falloir décider, et effectivement, alors peut-être pas remplacer tous les arbitres, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin sur le terrain, mais effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, les arbitres, ils ne peuvent pas avoir des lunettes partout et adapter à toutes les vues. Mettre des caméras juste sur les lignes de but pour dire oui, le but est autorisé, non, le but est refusé. Et puis à côté de ça, laisser les arbitres qui sont juges ou pas du match de comment c'est l'ambiance durant le match et puis avoir juste une seule vidéo d'un côté et de l'autre et puis après laisser faire les choses quoi. Et en fait, moi j'ai l'impression que l'UEFA, qui ne met pas la vidéo, veut tuer les arbitres. Voilà, c'est ma vision en ce moment même. Je suis pas d'accord avec toi, Pierre. Au contraire, de ne pas mettre la vidéo aujourd'hui, c'est universaliser le foot à tout niveau. C'est ne créer aucune différence de moyens entre le foot professionnel et le foot amateur. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Thomas, parce que... Moi, je suis pas d'accord avec toi non plus, Thomas. Juste finir, après Chris, tu pourras enchaîner, mais quand on met 5 arbitres, en national, oui, on pourra peut-être pas mettre 5 arbitres. Non, mais... Impossible, c'est qu'il faut une grille en manque des arbitres. Alors, voilà. Non, mais Thomas, je ne suis pas d'accord avec toi. Ton discours signifierait que Blatter est un peu Mère Teresa, et qui dirait, oh là là, je ne veux pas d'injustice dans le monde professionnel entre les amateurs et les professionnels. Mais bien sûr que non, ça n'a pas. On pas seulement de Sepp Blatter, c'est pas Sepp Blatter. Les décideurs. Non. Oui, mais c'est tout à fait différent. C'est pas Sepp Blatter qui a décidé de la vidéo ou non, pour les règles de l'arbitrage. Je te parlais des décideurs, ils ne sont aucunement, je pense, humanistes et ils ne se disent pas il faut avoir une uniformisation au niveau des règlements. Je ne pense pas que ça les intéresse vraiment, puisque je pense que chaque pays gère un peu. Oui, effectivement, Bruno, vous qui connaissez bien ces instances, quand on parle effectivement donc, de la vidéo, on dit que c'est la FIFA qui le refuse. On est bien d'accord que c'est pas la FIFA en tant que Non, c'est les instances. Mais les instances directement de l'international d'ordre. Oui, ça s'appelle les IFAB, mais non, les IFAB, ils sont 8 membres, ils sont 4 de l'international d'ordre, donc ce sont des gens des Britanniques, des Écossais, et 4 de la FIFA. Et j'ai quand même le sentiment que la FIFA commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ouvrir la porte, et Blatter est conscient aujourd'hui que un but comme celui de Lampard qui a été refusé, c'est plus possible, quoi. Donc ils sont prêts, je crois, à bouger pour trouver une technologie
vidéo il y a pas longtemps, j'ai vu une dépêche. Donc je pense qu'on va voir, il faudra aussi voir l'Euro prochain. On pourra faire le bilan après la compétition sur l'apport des arbitres de surface. J'imagine que sur une compétition resserrée comme ça de 4 semaines, il va y avoir des techniques d'arbitrage dans la surface de réparation et on va voir comment se comportent les arbitres de surface et que peut-être ils vont éviter des injustices et comme ça on pourra faire un vrai bilan. D'accord. Donc moi j'ai envie d'un peu de conclure sur la vidéo parce qu'on va pas parler que de ça. On est un peu tous pour, mais avec une amélioration autour de la vidéo. Pour Moi, la... je voudrais juste préciser, Chris, qui me permet, il y a eu un essai vidéo qui a été fait en France. Alors personne n'en a entendu parler certainement, mais Bruno dans son livre en parle. En Une caméra dans le côté, non, c'est pas ça? Non, pas du tout. Une rencontre totalement filmée. Et donc avec des décisions litigieuses, sur vidéo. Et c'est donc Oui, c'est vrai qu'il nous a fait qui a fait le test à 4h95. Voilà. En 95. Il y a quelques soucis parce que Joël Quigny, à l'époque, c'était juste après la fin de sa carrière. Lui, c'est un adepte aussi de la vidéo d'arbitrage. Il l'avait fait avec Frédéric Chevik, qui est l'ancien l'adjoint de Charles Guetry à Canal et à France Télévisions, qui vient de le rejoindre d'ailleurs à Généras. Ils avaient mis en place donc l'arbitrage vidéo. Ils avaient mis des actions un peu litigieuses dans la surface. Et donc, Joël, comme ça, donc, il y avait un but parti de la main, où il y avait un ballon qui avait franchi dans la ligne, donc Joël, comme ça, animé, comme s'il y avait la vidéo, donc il y avait un doute, il allait vérifier l'image, et on prenait, et comme ça, il pouvait prendre les bonnes décisions. Mais je sais que cette expérience n'avait pas du tout plu aux instances internationales. J'espère juste qu'il va y avoir une unanimité qui va se dégager sur cette question-ci, parce que concrètement, on parle de la vidéo, mais il faudra limiter le nombre d'appels à la vidéo, parce que évidemment, une équipe fatiguée va abuser de ces appels à la vidéo, ce qui serait stupide. Imaginons comme au tennis, d'avoir le droit à 2 ou 3 erreurs, et si l'équipe en abuse et elle se trompe 2-3 fois, tant pis pour elle, elle n'aura plus accès à cette aide pour l'arbitre là. Et moi je crois qu'il faut pas non plus confondre plusieurs choses. D'abord, juste un petit mot, la vidéo sur la ligne de but, on fait ça au tennis, et je vous dis c'est calculé au micromillimètre près, normalement ça devrait pas poser de problème. Et moi je pense qu'il faut pas qu'on est en train de confondre deux choses. Et j'espère que Monsieur Derrien réagira suite à ce que je dis. Mais il ne faut pas confondre d'un côté le règlement et les décisions non interprétables, c'est-à-dire des choses où on peut concrètement aider l'arbitre et avoir un débat là-dessus et essayer de faire avancer la chose, parce qu'effectivement l'arbitre a pris du retard sur les technologies telles que la télévision. Et d'un autre côté, il faut pas non plus oublier que le respect de l'arbitrage, c'est plus comme c'était il y a 30 ans. Ça aussi, on l'oublie. Parce qu'on dit la télévision, peut-être qu'elle a un peu vampirisé les supporters, mais il y a 30 ans, on disait, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le référé. Aujourd'hui, on lui dit, ta gueule. Et je pense que ça aussi, c'est quand même important de le dire, parce que on faisait la comparaison avec le rugby. Moi, je peux vous dire que j'ai été voir des matchs de football amateurs, et j'en ai même arbitré, et j'ai été voir des matchs de rugby amateurs dans la même ville. Eh bien, je peux vous dire que le niveau du respect envers l'arbitre, que ce soit au niveau des joueurs et au niveau des supporters, c'est pas du tout le même. Au rugby, vous avez 15 mastodontes de chaque côté, et je peux vous y assurer, l'arbitre, il dit quelque chose et les joueurs, ils se taisent. Au football, vous avez un arbitre qui parle à un joueur et on lui saute dessus, on lui crie, je ne sais pas quelles insultes venant ailleurs de la tribune. Donc je crois qu'il y a aussi un respect à avoir et ça n'a rien à voir avec le règlement et des appels à la vidéo. Vous avez entièrement raison, on ne fera jamais assez la promotion de l'éthique et de l'aspect qu'on doit à l'arbitre. Vous savez, au football, c'est le seul sport où l'arbitre est sous la pression physique des joueurs. Il est inacceptable de voir, lorsqu'un arbitre siffle un penalty dans les matchs de haut niveau, qui est entouré, bousculé, cerné par les joueurs. Ça, c'est inacceptable. On ne pense pas, on n'imagine pas un seul instant un arbitre de tennis qui refuserait un point à un joueur ou qui validerait un point contestable à un joueur. On n'a jamais vu un gars au tennis monter sur la chaise pour aller secouer un arbitre. Ah ben, ils étaient exclus. McEnroe l'a fait, il était exclu. Serena Williams a menacé une juge arbitre, elle a été exclue. Voilà. Et pour revenir à la comparaison avec le rugby, vous savez, le rugby a été pensé dans les universités anglaises. Alors, on dit toujours que c'est un sport de value pratiqué par les jeunes canadiens. Parce que le football, c'est le sport de rue, c'est le sport de masse par excellence. Vous voyez? Et le football, par contre, on dit que le football génère de la violence. Non, pas plus, on dit que le football est victime de la violence. C'est le football, c'est le reflet de notre société. On vit une société aujourd'hui
violente, très agressive, et malheureusement, le football n'est pas épargné par ces comportements. Moi, pour avoir été dirigeant du district de football de Haute-Seine, avoir assisté à des matchs, notamment de jeunes, c'est les parents, des fois, qui ont un esprit de compétition, qui n'acceptent pas que leur maman de 8 ans ou 9 ans puisse perdre un match, qui pourrissent le climat autour du terrain. Ça aussi, c'est un vrai fait. Voilà. Et au rugby, on a le sentiment que les arbitres, alors je pense que ça commence un peu à changer aussi, sont plus protégés, où les joueurs ne touchent pas à l'arbitre. Au rugby, on a le sentiment que l'arbitre est encore sacré. Ouais. Alors, on n'a pas de contester, parce que si on conteste un arbitre, on avance de 15 mètres ou de 10 mètres de la pénalité, je crois. Là, au football, on devrait prendre comme mesure là aussi, que ça pourrait peut-être éviter un peu les contestations. Mais j'ai le sentiment qu'au rugby, ça commence un peu à changer. Pourquoi? Parce que l'argent arrive. Le pognon arrive en rugby. Et on voit, j'ai vu cette année, la déclaration du président de Toulon qui parlait de sodomie arbitrale. Parler de l'exemple du tennis, parce que j'ai été témoin de ça, je peux vous assurer que des parents d'enfants au football qui insultent l'arbitre n'auront rien du tout, ou alors il y aura une plainte au pénal et ce sera la justice qui décidera. Moi j'ai été témoin de ça en Belgique et c'est pareil en France. Un parent d'un jeune joueur de tennis qui a menacé le juge arbitre d'un tournoi, dans un tournoi de tennis, eh bien le parent et l'enfant étaient exclus du tennis pour les 5 prochaines années, de la fédération belge. Donc là c'est aussi une différence au niveau de la sévérité et de l'exemple. Oui, carrément. En fait, je pense que la conclusion de ce débat, c'est tout simplement que la vidéo doit devenir un outil pour l'arbitre et pas la vidéo doit remplacer l'arbitre. Donc aujourd'hui, je pense qu'une vidéo de chaque côté sur les lignes de but, ça peut aider. Maintenant, pas plus. Donc juste à retenir, la vidéo, ça doit rester un outil pour l'arbitre, l'aider dans les décisions, à pas qu'il se fasse cracher dessus par les supporters ou les joueurs ou les présidents, comme on a pu lire dans la biographie de notre invité aujourd'hui. Et voilà, donc après, ça doit grandir dans les mœurs, ça doit grandir dans le football français. Ça fait des années qu'on en parle. À quand la vidéo et à bon escient. Très bien. Moi, j'ai envie d'enchaîner sur l'arbitrage encore avec ses évolutions. Et j'ai envie de vous parler, Bruno, de ce micro qui a été mis dernièrement en finale de la Coupe de la Ligue, si je me trompe pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution au niveau du micro? Comment? Tu veux un soin peut-être? Oui, je veux bien un soin, exactement, avec un petit soin de Monsieur Lanois. Vous voulez un soin, un petit Non, mais ça a été vraiment... Oui, alors, d'abord, les micros, d'abord, entre les arbitres, ça existe depuis les oreillettes et les micros depuis, je vais vous dire, depuis 10-11 ans. Hein, je me souviens que c'était Laurent Diamel 2001. qui a testé sur l'île Nantes. Je me souviens, j'étais au match, j'avais mis les stages du Nord-Pas-de-Calais, j'étais au match, donc il avait testé. C'était Frédéric Sérieuse qui veut améliorer la qualité de l'arbitrage. Avec Christian Jean-Pierre au TF1, ils avaient mené en place cette expérience pour que les arbitres puissent mieux communiquer entre eux. Hein. Donc ça, c'est... Bon. Donc, et depuis lors, donc, les arbitres communiquent comme ça par des oreillettes en live pour une meilleure collaboration. Et la Ligue, tous les ans, demande aussi à la direction nationale de l'arbitrage l'accord de diffuser donc des sons sur le terrain en direct pour peut-être aussi, disons-nous les choses, pour améliorer aussi la qualité du spectacle et proposer quelque part un service en plus à la fois aux téléspectateurs qui sont dans leur télé, mais également dans les loges au Stade de France, les invités, parce que moi j'y suis venu plusieurs fois, comme la fête, j'y travaille, les partenaires des arbitres, et financer donc ces écouteurs. Donc dans les loges, les invités des loges, dans les tribunes officielles, ont tous des écouteurs aux oreilles, donc entendre également ce qui se dit sur le terrain. Voilà. Bon après, moi je suis assez sur cette affaire, assez circonspect. À certains disent oui, comme ça, on comprend mieux ce qui se passe sur le terrain. Moi je trouve qu'il y a une part de voyeurisme un petit peu. Et puis les échanges sont totalement aseptisés, quoi. Parce que je peux vous dire que dans un match normal où personne n'entend, c'est plus gêné. Oui, non, mais d'accord, mais justement, ça éviterait ces dérapages, ça éviterait quand il s'est passé avec le chef. Je trouve ça ridicule. Vous voulez un point, calmez-vous. Vous voulez un point, oui, faites-moi le maillot. Oui, ben oui, je tiens je sais pas. Oui, bon. Bon, après, certains disent oui, mais en mettant des micros sur les arbitres, comme ça
ça évite, et ça incite les joueurs de ne pas insulter les arbitres. Oui. Et ça améliore le climat sur le terrain. Mais écoutez, moi, micro, oreillette ou pas, un joueur qui m'insulte au plus dehors, là, il n'est pas là pour faire une conférence de presse non plus, pour justifier et expliquer toutes les décisions. Donc voilà, je siffle coup franc parce que vous avez poussé dans le dos, donc ça coup franc direct. Voilà, enfin, je sais pas. Hein. Moi, je trouve que ce qui reste, ce qui se passe sur le terrain, ça doit rester entre les arbitres et les joueurs. Donc, bon, c'est peut-être tort, hein, mais moi, je suis pas complètement convaincu par le fait de rendre public ce qui se passe, ce qui s'entend sur le terrain. Bon, écoutez, moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous, parce que justement, on peut entendre ces dérapages au niveau des joueurs, et peut-être justement, ces joueurs hésitent justement à insulter l'arbitre, à dire, ah ouais, attends, là, il a le micro, attends, on va peut-être l'entendre à la télé, donc voilà, peut-être aussi, ça fait retenir un peu ces joueurs, et justement, il y aura peut-être, bon, alors, imposer le respect par le micro, c'est sûr, c'est pas, oui, comme vous dites, c'est du voyeurisme, mais justement, ça l'imposera automatiquement. Là, je vous rejoins que ça va sans doute assainir le climat. Voilà. Mais d'ailleurs, ça aurait été bien qu'on ait les oreillettes, micro sur le match Brest-Auxerre, avec l'affaire Chaffee. Ah, ça aurait été très bien en effet, et bizarrement, on ne l'avait pas sur là pour M. Chaffee. C'est dommage. Et comme ça, on aurait entendu et su exactement ce qui s'était dit ou pas dit. Non, mais c'est ça, c'est une affaire interne enfin, moi, j'ai pas de... Le problème, mon cher ami, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'affaires internes, on va dire, qui tournent avec souvent les mêmes arbitres. Et généralement, oui, pas derrière. Et tout à fait d'accord avec toi, et même Monsieur Derrien le dit dans son livre, il y a énormément d'affaires internes, et je pense que l'arbitrage français a besoin d'un ménage interne pour repartir d'une base à zéro. C'est-à-dire des gens qui sont là juste pour le profit, ça va pas marcher pendant des années. Hein. Tout à fait. Et j'ai notamment l'exemple, alors, beaucoup ne le citeront pas, mais moi je vais le citer parce qu'effectivement c'est un exemple qui me parle beaucoup, celui de Marc Bata, qui effectivement a été dans sa carrière un bon arbitre. Ça n'a pas été le plus grand arbitre de France, de l'histoire de France, ça a été un bon arbitre. Aujourd'hui, il est à la tête des enfants, et donc il a réfléchi, ça va pas le faire. J'ai plus l'impression qu'il profite de cette place pour son ego personnel que pour faire avancer les institutions. Oui, moi, tout le monde n'a pas lu le livre de Monsieur Derrien, mais il le raconte bien dans son livre que Bata a servi, oui, pour son intérêt, pardon. Mais je vais répondre sur Monsieur Bata, que je connais bien parce que j'ai arbitré avec lui. Et ça a été mon manager pendant 4 ans, puis ensuite mon patron pendant 3 ans. Je l'ai écrit dans mon livre, donc j'assume tout ce que j'ai écrit. Ça m'a valu d'ailleurs 2 procès en correctionnel, dont un de M. Bata qui s'est senti diffamé et injurié par mes écrits. Le procès s'est tenu. J'ai apporté la preuve de la vérité de mes écrits. 6 témoins ont témoigné, dont 3 à la barre et dont Joël Quignou, et Raphaël Raymond de l'équipe avec qui j'ai écrit un livre, et Pierre Dubens d'Europe 1, avec qui je collabore sur Europe 1. Plus 3 arbitres par écrit, moi apporté des témoignages, Claude Colombo, Gilles Vessière et Claude Pédani. Bon, M. Bata a été débuté de toutes les demandes, et moi j'ai été relaxé. Donc je l'ai remercié d'avoir pratiquement 9 mois après la sortie de mon livre, redonner un coup de projecteur à mon livre, qui m'a permis d'en vendre un peu plus. Donc mon auditeur et moi-même étions ravis. Et suite à la sortie de ce livre, une lettre anonyme calomnieuse, monstrueuse, a circulé sur le net. J'ai déposé plainte contre X en avril 2009. Il y a une enquête de police, une commission rogatoire, 2 personnes ont été mises en examen, renvoyées en correctionnel. Ils ont été condamnés en septembre dernier pour diffamation et injure publique. Voilà, donc ça c'est des faits que j'ai vécu. Ça aujourd'hui c'est incontestable. Alors moi je suis de ceux qui pensent que l'arbitrage français ne va pas très bien. On l'a vu ce week-end encore avec l'annonce de la FIFA qui n'a retenu aucun arbitre pour les Jeux Olympiques à Londres. On recule sur la scène internationale, nous n'avons plus qu'un seul arbitre en Champions League, en la personne de Stéphane Lanois. Avant, nous en avions 3. Depuis 11 ans, pas un arbitre français n'a dirigé une finale de Coupe d'Europe. Et depuis le retrait d'Alain Sars des terrains
pas un arbitre français qui a dirigé une demi-finale de Champions League. Là, vous voyez, ça, c'est factuel, c'est du concret. C'est quand même révélateur que l'arbitrage français n'est plus longtemps considéré qu'il l'a été dans le passé. Et je pense que M. Bacard porte une responsabilité, je l'ai écrit et je l'assume. Effectivement, moi je voulais un peu élargir au niveau de l'évolution. Moi, dans le livre à l'arbitre de Bruno, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de choses, il y a beaucoup de clans, il y a des civilistes, des votistes, enfin, il y a énormément de clans dans l'arbitrage français aujourd'hui depuis quelques années. Depuis, effectivement, l'arbitrage français est en déclin. Finalement, la vraie évolution attendue ne serait pas d'unifier toutes ces catégories, d'unifier tous ces clans et de retrouver une vraie... Sur une vraie famille d'arbitres, oui, comme c'était avant ou... Comme c'était le cas dans les années 80. Oui, alors vous avez raison, il y a autant de courant chez les arbitres qu'au Parti Socialiste. Voilà. Donc, vous avez les votrotistes, les votros, les skinistes, dont je fais partie. Vous avez les bataillistes, les solistes. Bon, bref, tout ça est très compliqué. Et c'est vrai qu'il est grand temps de pacifier. Bon, la Fédération française de football est consciente aujourd'hui du problème. Le GREP a d'ailleurs mis en place la semaine dernière à la Fédération une table ronde pour les appeler des états généraux. Il n'y avait pas près de 75 personnes qui étaient réunies sur 6 ateliers différents avec des thèmes particuliers. Un rapport va bien être fait. Il va prendre des décisions dans les semaines à venir, j'ose l'espérer. Donc moi, j'ai pas été convié parce que mes relations étant ce qu'elles sont avec M. Bata et M. Lévesque. Donc moi, j'ai été entendu par le président Lamiziac, qui est le président de la haute autorité, donc qui avait la responsabilité de ces tables rondes. Et pendant 3 heures, j'ai pu m'exprimer sur la situation de l'arbitrage français comme à la farce, et en faisant aussi, c'est facile de critiquer, il y a quand même beaucoup, quand on peut le faire, mais étant aussi force de propositions, parce que je fais partie avec quelques-uns, si on peut dire dans l'opposition, parce que je ne me reconnais pas aujourd'hui dans la gestion de l'arbitrage français. Et donc avec d'autres arbitres, on a réfléchi à un programme, à des solutions alternatives. Oui, donc simplement pour finir, et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le deuxième débat, mais effectivement, Bruno, vous nous disiez tout à l'heure que effectivement les arbitres français sont un petit peu en déclin en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part de personnalité chez les arbitres français? Est-ce qu'il ne faut pas plus tendre, est-ce qu'il ne faut pas plus marcher sur les pieds que d'autres arbitres internationaux, par exemple? Je ne sais pas, moi j'ai un peu l'impression que je vois les arbitres français qui sont tapés dessus, évidemment, et à côté de ça, je vois des anciens arbitres très connus. Je vois M. Comina, quand il prenait une décision, on l'a respecté, et on ne lui disait rien, et même s'il jouait complètement, on ne lui disait rien parce que c'était monsieur, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un problème de personnalité comme ça chez les arbitres français, et même s'ils ne sont pas trop jeunes, ils ne sont pas plus importants? Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on a besoin d'un leader, d'un arbitre charismatique pour porter tout le monde vers le haut, et on n'en a pas actuellement, on en a eu dans le passé. J'ai cité Joël Quigny, Sars, Michel Vautreau, Robert Wurtz, qui a aussi quelque part dépoussiéré l'image de l'arbitrage. Souvent, le Robert Wurtz, le jeune, on l'appelait le Nijinsky du football, je sais pas si l'image de lui. Il y a une scène plus avec Giroud notamment. Oui, c'était exceptionnel, et il faisait du très théâtral. Et on a besoin de leaders dans l'arbitrage français, on n'a plus de leaders charismatiques. Et donc ça, c'est un fait. J'ai le sentiment qu'on a un peu aseptisé les personnalités. Vous voyez, on les a enfermés dans des carcans, dans des consignes. Et je pense qu'un bon arbitre, c'est un arbitre qui exprime son libre arbitre, sa vraie personnalité. Il y a les règlements, les règles, on est là pour les appliquer. Puis aussi, après, il y a l'esprit, quoi. Comme un arbitre qui a une gestuelle, qui a un regard, qui a une allure, qui a une autorité naturelle. Et on manque un peu de tout ça. On a un peu enfermé les arbitres dans des carcans, et c'est dommage. Je pense qu'il faut qu'ils se libèrent de tout ça, qu'ils se disent quand ils rentrent sur le terrain, qu'ils soient souriants, c'est un plaisir d'être arbitre au niveau, c'est d'abord un honneur, et qu'ils donnent le sentiment d'être heureux. Et quand on les voit certains, sinon que, ils respirent pas la justice, quoi. On sent qu'ils ont peur de mal faire. Ils ont la pression, bien sûr, du match, de l'enjeu du match. Mais on a le sentiment aussi, quand on les voit, qu'ils ont la pression de leur encadrement, la peur de la note, la peur de mal faire. C'est une note, un classement, derrière, c'est une rétrogradation, avec
des revenus qui baissent, vous voyez. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils se remettent au service du jeu et non plus au service de leurs propres intérêts. On va y revenir juste après cette pause. L'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Paroledefoot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça sur paroledefoot.com. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Footafricain.com. Nous vous donnerons toute l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Bonsoir messieurs, dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Deuxième débat, qui est avec notre partenaire paroledefoot.com. Ce deuxième débat a été choisi par nos membres de l'équipe de Facebook Quand on aime le foot, on parle foot. Et ce débat a été choisi. C'est le suivant: arbitre de football, acteur de jeu ou policier. Voilà, on va débattre de tout ce qui se passe sur le terrain et même en dehors. J'ai vu une vidéo dernièrement sur le net. J'ai vu au Brésil un policier un arbitre qui va mettre un carton rouge et on voit le joueur qui va courir contre l'arbitre et c'est affolant. Et là, il faut savoir qu'au Brésil, il y a des policiers autour de la pelouse et les policiers sont carrément intervenus sur le joueur. Moi, je trouve ça affolant. Mais bon, le joueur a été tellement d'une violence, c'était inouï. Est-ce qu'on pourrait voir ça en France? Est-ce que c'est une solution pour vous, Bruno, de voir des policiers sur le bord des pelouses? J'espère qu'on ne va pas arriver jusqu'à cette extrémité-là. Ça va nous dire qu'aujourd'hui, l'autorité des arbitres est plus respectée et bafouée. On n'en est pas là encore, heureusement, aujourd'hui. Par contre, moi, je veux saluer tous mes collègues arbitres amateurs qui, le dimanche ou le samedi après-midi, prennent des fois des risques pour assouvir leur passion. Moi, j'ai été jeune arbitre en Ligue de Bretagne. Au début des années 80, j'ai été agressé 2 fois. Une fois, j'ai arbitré un match de cadets nationaux à l'époque à Guingamp. C'était Guingamp contre Rennes, le derby breton, des cadets. Et j'avais expulsé le capitaine de Guingamp pour 2 cartons jaunes. Et le père du joueur m'attendait dans le tunnel du stade de Guingamp. C'est pas le stade actuel à Boudiville, mais d'Arrêt, l'ancien stade. Il m'a donné un coup de tête. Il m'a pratiquement cassé le nez. Et pour la petite histoire, c'est un match que se jouait à le rideau de Guingamp-Tours en Ligue 2. Et un des arbitres assistants n'était pas encore arrivé. Mon match était terminé. Et je vois encore l'arbitre de pro qui vient m'investir. Il me dit, écoute, Bruno, mon assistant n'est pas arrivé. Tu vas prendre le drapeau. Et j'ai failli arbitrer un match professionnel à la touche à 20 ans. Et une demi-heure après avoir eu un coup de tête du père d'un joueur. Et l'assistant est juste arrivé d'arrivement. Donc j'ai pas arbitré. Mais ensuite, à Brest aussi chez moi, j'ai été agressé une fois avec un assistant bénévole pour mon club, et à l'époque, les assistants ne mettaient pas leur drapeau pour signaler un penalty, parce que la surface de réparation, c'était le domaine réservé de l'arbitre. Et je me souviens du droit qui était devant moi, il m'a dit, il t'a pas vu la faute, pourquoi tu l'assistes pas? Il me donne un grand coup de pied en ventre. Justement, elle existe. Et il y a des centaines d'arbitres aujourd'hui, tous les ans en France, qui sont molestés. Mais je suis d'accord avec vous, mais la solution en amateur, hein, je parle bien en amateur, pas en professionnel, mais en amateur, pourquoi on ne met pas la responsabilité, c'est-à-dire du président qui reçoit l'arbitre dans son nom? Mais oui, non, mais il devrait être entouré. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur l'arbitre porte une réserve, donc comme ça se passe souvent, et là, ça va directement à la justice. Et là, le président devrait prendre cher. Il y a un moment, faut mettre les pieds dans le plat. Il y a beaucoup, comme vous le dites dans votre livre, vous portez pas plainte. Donc, mais il y a beaucoup d'arbitres qui ne disent rien. Donc, il y a un moment, ils veulent être protégés. Faut le dire. À un moment, faut exploser. Donc, vous l'avez fait avec votre livre, vous êtes boycotté, mais il n'y a pas que vous. Il y a plein d'autres arbitres qui ont dû avoir des gros problèmes. Alors, il y a un moment, il faudrait tous vous réunir et parler tous ensemble. Parce que personne ne s'intéresse à l'arbitrage actuellement. Oui, il y a Lamour, Jean-François Lamour, l'ancien ministre des Sports, a fait une loi en 2006. Maintenant, l'arbitre, il est considéré comme un policier. Il a une mission de service public. Et s'attaquer à un arbitre, frapper un arbitre, molester un arbitre, c'est comme si vous attaquiez à un policier. Ça veut dire que les sanctions
condamnations sont plus fortes. Bon. Donc les arbitres régulièrement portent plainte en France lorsqu'ils sont molestés sur le terrain. Bon, voilà, donc ça protège un petit peu. Il y en a plein de gendarmes, il y a peur, il y a des pédagogues, tout ça, pour ceux quand on touchera un arbitre, dans les sanctions vont tomber, elles seront, ça peut être la prison ferme, hein. Prison ferme, l'interdiction de pratique du football et une radiation, mais derrière la prison, et derrière aussi de fortes amendes, parce qu'il faut protéger les arbitres, et moi je tire un coup de chapeau à mes collègues, parce que je vois des fois, ils évoluent dans des contextes extrêmement hostiles, et c'est pour ça que quand on voit des matchs de haut niveau où l'arbitre est mis à mal, il est contesté, il est bousculé, ça fragilise l'arbitre du week-end qui suit. C'est pour ça qu'il faut rappeler sans cesse le devoir d'exemplarité des joueurs de haut niveau. Alors je suis d'accord avec vous, justement, quand on tape un arbitre, on tape un policier, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est normal, mais la justice ne fait pas son travail derrière tout ça, il y a des problèmes, donc ça ne règle pas de problème. Ce soir, j'aimerais bien trouver, bon, on va pas dire ce soir qu'on va trouver une solution, mais qu'on trouve un début de solution, une idée, qu'est-ce que vous aurez mis quoi en place? En réalité, c'est très peu de solutions. Le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on manque d'arbitres, on manque de personnes dans les clubs amateurs, on manque de dirigeants, on manque d'encadrement. Dans les districts, il y a moins en moins de monde au niveau des instances. Comment tu veux qu'un jeune arbitre soit suivi efficacement toute une saison? Aujourd'hui, moi qui étais jeune arbitre, on est suivi par des parrains, 2, 3, 4, 5 matchs. Et quand on s'en sort, on est lâché en pleine nature. C'est à nous de nous débrouiller. Que c'est dur, oui. Il y a beaucoup de protectionnisme envers les clubs, envers les... Oui, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de protectionnistes qui protègent, mais il n'y a pas que ce district-là. Enfin, tous les autres districts, ça va être dur. Ça marche partout pareil, hein. Alors, moi, je voulais juste effectivement te dire, c'est pas tous les districts. Bruno, de mémoire, je crois que tu en as fait 2, la Bretagne et la région parisienne. Pourquoi aujourd'hui, comment ça va dans tes districts à toi? Comment ça va dans vos districts, monsieur Dorien? Eh ben, écoutez, moi, le district j'ai appartenu donc de Bretagne au district du Nord-Finistère, et après à Paris, pendant 15 ans, au district de Haute-Seine. Il y a une commission de discipline qui se réunit tous les mercredis soirs, je crois. Elle commence ses travaux à 18-19 heures, elle termine à 22-23 heures. Il y a une multiplication des dossiers disciplinaires, c'est-à-dire des exclusions, des problèmes, des incidents. Donc bon, faut pas non plus tout noir sur le tableau, il y a des actions qui sont menées. Maintenant, il y a un policier référent qui a été mis en place par la direction départementale de la police judiciaire du 92, qui gère dès qu'il y a un match qui est considéré comme à Angers, avec des matchs qui sont mal passés dans le passé, avec des contentieux qui durent entre les cités et compagnie. Donc il y a des mesures qui sont prises en amont pour protéger les arbitres et pour dépêcher donc sur ces matchs-là des forces de l'ordre. Il y a des policiers référents qui assistent au match et qui sont là aussi pour remplir un peu une mission, un peu pour calmer un peu tout le monde, quoi. Donc voilà. Mais bon. Non mais enfin moi je vais pas. Je suis pas bien aussi, il faut pas non plus complètement dire. Oui, heureusement. Oui. Mais moi je pense que il y a un gros problème au niveau de la sécurité de ces arbitres, et comme l'a dit justement Thomas, il y en a de moins en moins qui ont envie de faire ce métier. Émilie. Moi, je voudrais rebondir sur une question qui n'a rien à voir. J'ai assisté à un match il y a quelques années et ça m'a toujours intéressé de savoir, et en plus de ça, un ancien arbitre, à partir du moment où une faute est sifflée, donc il y a carton rouge, jaune, c'est admis. On va dire 5 minutes plus tard, après l'importance de la blessure du joueur, un autre carton est sorti, donc qui va, on va dire, expulser le joueur. Est-ce que c'est admis dans les lois de l'arbitrage ou est-ce que c'est du zèle? Alors, c'est-à-dire que l'arbitre peut, tant que le jeu n'a pas repris, changer sa décision. Mais avant et après que le jeu est repris. Si par exemple, alors, le jeu est repris, c'est pas c'est-à-dire que l'initié, si c'est une fois qu'il y a un gros tacle, il hésite avec le carton jaune ou le carton rouge. Il ne sait pas si le joueur est vraiment blessé ou pas. Donc s'il met un carton jaune, et il voit que le joueur victime de la faute est blessé, quitte le terrain sur une civière. Là, il peut rappeler le joueur qui a fait la faute, donc le jeu n'a pas repris, et là, il transforme son jaune en rouge.
On le voit souvent. Oui. Donc, tant que le jeu n'a pas repris, il peut changer sa décision. Alors, des fois, le jeu est arrêté pendant 1 minute, 2 minutes, le temps que le joueur reçoive des soins et qu'il soit évacué. Hein. Mais si le jeu a repris entre-temps, il ne peut plus revenir sur sa décision. D'accord, donc s'il est revenu sur cette décision, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets et familièrement, une faute d'arbitrage. Non, c'est-à-dire qu'il a mal interprété le geste, il voit que les conséquences du geste sont plus importantes qu'il ne le croyait, et donc il voit qu'en fin de compte, il a estimé que le tac était très appuyé, mais après il se rend compte très vite que le verre est gravement blessé, donc il doit transformer le jaune en rouge. C'est une consigne de la direction d'arbitrage. C'est pour ça qu'on leur demande maintenant de prendre leur temps, de ne pas passer la carton trop vite, et prendre le temps de la réflexion, de voir le joueur qui est destiné à la faute, comment il réagit, s'il sert ou pas, et ensuite de prendre sa sanction. Mais tant que le jeu n'a pas repris, on peut à tout moment changer son carton. Et même, si vous accordez un penalty, et votre assistant vous appelle en disant maintenant, il n'y a pas penalty, en fait, c'est commis à l'extérieur, ou que le joueur a signé une faute, il peut annuler sa décision et revenir. Hein. Ça s'est déjà vu en Belgique d'ailleurs. Moi, je voudrais rebondir effectivement sur ça. Ça correspond, Bruno, si je ne m'abuse, à la consigne qui a été passée aux arbitres assistants il y a quelques années de se hâter lentement lorsqu'ils levaient leur drapeau. C'est la même chose. Oui, il faut prendre le temps oui, bien sûr, il faut prendre le temps de la réflexion. Aujourd'hui, les normes demandent aux assistants c'est-à-dire que alors, les gens ne comprennent pas parce que tant que le ballon n'arrive pas au joueur qui est en position de hors-jeu, l'arbitre assistant ne doit pas lever son drapeau. C'est pour ça qu'on voit des assistants qui lèvent leur drapeau très tard maintenant. Ils ont raison parce qu'ils analysent. Des fois, le ballon, on croit qu'il va vers un joueur qui est en position de hors-jeu, mais il est pris par un mec qui n'est pas hors-jeu. Et donc, ce joueur, il fait le but, on laisse jouer. Et c'est bien jugé parce que des fois, il y a des joueurs à côté à 3-4 mètres qui sont en position de hors-jeu. Donc aujourd'hui, ils doivent prendre plus de temps pour décider et mieux analyser les situations auxquelles ils sont confrontés. Très bien, mais je voudrais juste rebondir tout à l'heure à ce que je disais, pardon, Chris. Une chose constante qu'il ne faut pas oublier au niveau des jeunes arbitres, c'est que l'arbitrage, quand on est jeune, ça prend énormément de temps. Dans son livre à bas l'arbitre, le dit très bien, l'arbitrage, ça tue la vie de couple, ça tue la vie sociale, ça tue énormément de choses quand on est jeune. C'est beaucoup de sacrifices. Derrière se font agresser, ils n'ont pas de soutien. Effectivement, qui l'arbitrage malgré qu'ils ont la passé. Oui, donc c'est dur de rebondir après s'être fait frapper, après avoir soit mal arbitré et on s'en rend compte après. Mais enfin, de s'être fait frapper et de pas vouloir faire l'arbitrage, je trouve ça tout à fait normal qu'un jeune puisse ne pas avoir envie. Après, je pense qu'il y a un manque aussi de soutien au niveau des instances de l'arbitrage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno. Même on le voit quand vous parlez justement dans votre livre de Marc Bata qui vient même pas vous voir pendant la finale, une finale que vous allez arbitrer. Je ne me rappelle plus de quelle finale et que c'est Vessières, je crois. Contre Auxerre, oui. Je crois que c'est Vessières qui vient vous voir et vous justement vous remotive. Oui, Auxerre, c'est dans 2005. M. Bata, le directeur n'était pas là. Je ne sais pas où il était, peu importe. Gilles Vessières avait terminé sa carrière le week-end précédent à Auxerre contre Lille. Et donc, les Auxerrois avaient invité Gilles Vessières à la finale de la Coupe de France. Et moi, Gilles Vessières, j'ai toujours des rapports courtois, amicaux, enfin, j'ai été son quatrième, on a été ensemble pendant 12 ans sur le terrain. Et donc, il est invité, il se retrouve dans le même hôtel que moi, à Porte de Versailles à Paris, où les arbitres de la finale sont toujours invités la veille. Et donc, je le vois arriver le vendredi soir, il était invité par le restaurant, il devait participer pour la petite histoire le vendredi soir à une émission sur M6. Et quand il a su que Louis Samanel était également invité à cette émission-là, il était dans le temps de maquillage sur M6, et comme il n'avait pas la meilleure relation avec Louis Samanel, il a quitté la télé, il a refusé de participer à l'émission, il ne voulait pas débattre à l'émission. Donc il est rentré à l'hôtel, et là on s'est vu, donc je l'ai invité à dîner avec nous, avec tous les arbitres de la finale de la Grande Ardella qui était là également, et les députés de la DNA. Et donc le lendemain, avant le match, il est venu me voir dans mon vestiaire, parce que lui aussi avait arbitré une finale, il savait aussi la pression que c'était, et il a dit ceci, parce qu'on a parlé de notre père pratiquement à la même époque, un an avant, moi, comme lui, et il m'a dit, si tu vas réussir ta finale pour ton père, il m'a donné quelques conseils, parce que lui il est quand même une grande carrière d'arbitre, et voilà, donc il m'a aidé à réussir ma finale. D'accord.
Moi j'ai envie de partir sur le sujet, on va repartir sur le débat. Qu'est-ce que vous pensez qu'un arbitre qui est un acteur du jeu a le pouvoir d'envoyer un club en Ligue 2? Parce que non, mais Tony Chaperon a tenu des propos là-dessus, et je vais le reciter grossièrement. Dit juste, c'est facile de s'apprendre à l'arbitre, mais quand on loupe une reprise de volée qui devrait aller dans le but, et alors qu'il aurait dû avoir penalty, mais au moins si tu aurais mis la reprise de volée dans le but, il y aurait eu but et il n'y aurait pas eu ce penalty. Et ça, c'est Tony Chaperon, grossièrement, qui a dit ça. Où ça et quand? Sur une interview sur un site que je ne puis vous citer, je ne me rappelle plus de la source. Ce qu'on peut juste dire, Monsieur Derrien, c'est que d'une manière générale, c'est que on peut en effet dire que les joueurs, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que les erreurs des joueurs sont beaucoup plus banalisées que la petite erreur arbitrale. Donc là, ça rejoint un petit peu. On ne fera jamais le trophée d'un joueur qui rate un penalty. Un arbitre qui fait partie du jeu, mais un arbitre qui ne siffle pas un penalty, c'est une injustice, c'est un scandale. Parce que pourquoi? Parce que l'arbitre, quelque part, c'est un magistrat, et une erreur d'un magistrat, il y a un juge, et c'est insupportable. C'est considéré comme une injustice. Donc, quelqu'un qui détient l'autorité n'a pas le devoir de se tromper. Après, un joueur, bon, il doit exercer sa fonction, de son métier, qui rate un but tout fait, on lui pardonne. Parce qu'on pardonne aux joueurs, on ne pardonne jamais à l'arbitre. Alors, dire que si j'entends oui, les arbitres ont le pouvoir, moi je ne crois pas au complot d'arbitres qui décideraient comme ça, de manière solidaire, de faire tomber un club, de faire rétrograder un club. Enfin, ça, c'est dans l'imaginaire de quelques-uns. Les arbitres n'ont aucun préjugé contre quiconque. Donc, un seul objectif, c'est de faire leur match, de faire le moins possible par les deux. Juste un bon arbitre, c'est quelqu'un dont on ne parle pas après un match. Donc, pour ça, il faut arrêter. Quand ils se trompent, et ça leur arrive, ça m'est arrivé, et très malheureux, ils se trompent, parce que quand ils revoient leurs erreurs, qui passent en boucle à la télé maintenant, avec tous les talk shows qu'il y a sur le football, que ce soit à la radio ou à la télé, ce sont pas forcément les plus heureux. Moi, je me souviens d'un match, du Marseille, mon père à Brest, il avait reçu des appels de ses copains, ses voisins et tout ça. Il n'était pas forcément non plus il y a des choses parce qu'on a une famille. Et donc, il faut se mettre à leur place. Et, moi, on parle de nous aussi. Julien, tu voulais nous dire? Oui, je voulais rapidement partir sur une chose aussi. On a beaucoup parlé donc, de donner la vie, essayer de donner la vie aux jeunes d'arbitrer, comment faire pour qu'ils reçoivent un petit peu qu'il faut moins de situation, etc. Et une chose là qui m'énerve beaucoup au-delà de tout ce qu'on a dit, et si on était bien au niveau professionnel et amateur, parce qu'on le voit dans les plus petites vidéos aussi, je suis stupéfait quand je vois les entraîneurs et les bandits mettre une pression assez énorme ici sur les arbitres en criant à tout va, et parce qu'il faut voir aussi, ils insultent les arbitres, souvent les supporters dans les tribunes, etc. Et puis il n'y a pas aussi, on ne peut pas trouver de solution aussi par rapport à ça, et c'est peut pas grossièrement leur faire fermer leur gueule, je sais pas, ça me dérange un peu tout ça. Oui, les bandes tous qui permettent finalement d'avoir des paroles d'arbitre. Moi, si j'étais en train d'arbitrer un match, voir un banc de touche qui finalement n'a rien à voir à critiquer les décisions d'un ou l'autre, le mec n'est même pas sur le terrain, pourquoi il va inciter l'arbitre, etc. C'est quelque chose qui vient dans le point. Je ne sais pas s'il n'y a pas de choses à faire, est-ce qu'ils ont le droit vraiment d'ouvrir leur bouche comme ça, autant que... Vous avez raison, il ne faut pas que les bancs de touche, les entraîneurs, les remplaçants, les médecins sont au niveau, c'est quand même un petit peu, parce que là aussi, quand vous avez un banc de touche qui est énervé, parce que quelque part, ça peut avoir un impact sur le comportement de votre équipe. Et ça rend tout le monde nerveux. Et pour les arbitres aussi, il faut être extrêmement vigilant sur la partie terrain à côté des bancs de touche. Toutes les fautes qui sont commises par là, des fois provoquer des choses folles. Alors on a mis en place des quatrièmes arbitres. Et puis normalement, sa mission, c'est de pacifier tout ça, de calmer, de rappeler à l'ordre, de sanctionner. J'ai quand même le sentiment que malheureusement, des fois, leur autorité aussi est bafouée. Et des fois aussi, au lieu de venir un peu calmer les choses,
Et pardon, mais juste, c'est quand même important de le préciser, parce que moi, je suis évidemment de nationalité belge, j'ai déjà vu en Belgique, et je suppose que c'est donc une loi européenne, une loi régie par les instances internationales, un arbitre exclure en brandissant un carton rouge, un joueur qui était sur le banc de touche. Et moi, qui ai fait ma formation d'arbitre il y a 4 ans, il me semble avoir souvenir que un arbitre peut exclure un membre sportif inscrit sur la feuille de match. Donc voilà, la réponse, elle est là. Hein. Vous me confirmez? Les joueurs remplaçants et remplacés sont sous l'autorité de l'arbitre. Et l'arbitre, bien sûr, quand il expulse un remplaçant du banc de touche, il doit brandir le carton rouge. Et pareil, à la fin du match, tant que les acteurs sont sur la pelouse, si un joueur vient vers lui et profère des insultes, eh bien, il doit brandir le carton rouge également. Tant que les acteurs et l'arbitre sont sur le terrain, ils sont sous l'autorité de l'arbitre. Par contre, si les insultes et les mauvais comportements ont lieu dans le tunnel ou dans les vestiaires, là, dans l'arbitre, signera la commission en rédigeant un rapport. Et sachez juste, parce que je crois que c'est Chris ou Thomas qui me dit que les règles sont les mêmes, mais parfois il y a des petites nuances, et je sais que par exemple ici dans mon pays on a changé. C'est toi qui me l'as dit, parce que j'ai lu très rapidement, mais parce que parfois il y a quelques règles au niveau national, quand elles ne sont pas régies ou proscrites par la fédération internationale, qui peuvent changer d'un pays à l'autre, je peux te l'assurer. Et j'ai notamment un exemple très concret en Belgique où il y a 3 ans, on a changé le règlement où l'arbitre pouvait exclure des joueurs dans le vestiaire, ce n'était pas le cas. En fait, il y avait eu des incidents dans le vestiaire, et c'est en 2009 où on a dit aux arbitres, bien maintenant, dans les vestiaires, vous pouvez également exclure et brandir un carton rouge à l'adresse d'un joueur. Donc après, il peut y avoir aussi des moments, enfin, des choses pilotes. Moi, j'ai la région, effectivement, de l'Orne, à côté de chez moi, qui, il y a quelques années, testait un 3e carton dans les catégories jeunes. Donc, le carton jaune, le carton rouge, on connaît tous, mais aussi le carton blanc. Donc, le carton blanc pour une première faute anodine, qui aurait pu éventuellement mériter un carton jaune. Oui, qui pourrait permettre d'exclure pendant quelque temps le joueur. Non, du tout. Un carton blanc, c'était juste pour une faute plus ou moins banale. 2 cartons blancs valaient un carton jaune, et après, ça avait un autre carton jaune pour un carton rouge. Oui, enlever un peu d'autorité aux arbitres, voilà, pour éviter... En fait, la célérité et plus de la pédagogie. Ouais, il y a aussi l'exclusion temporaire qui a été expérimentée, qui est encore là, je crois, en Tasmanie. Il y a, entre le carton jaune et le carton rouge, il y a un carton, je sais plus quelle couleur, vert, avant c'était pour les soigneurs, orange, voilà, ou blanc, je crois, qui expulse le joueur comme au handball pendant un certain temps. Je pense que c'est une mesure qui est pas mal, parce que ça calmerait un petit peu les mains. C'est-à-dire que comme ça, on pourrait, avant de passer au rouge, sauf si une agression caractérisée sur rouge, si c'est vraiment entre les deux, on peut mettre un joueur dehors 5 minutes, et ça aura un effet à la fois sur le joueur qui se calmera, et aussi sur ses coéquipiers. Ça, malheureusement, c'est pas généralisé, mais c'est dommage. D'accord Bruno, mais justement, quand on met un jaune, comme on l'a bien entendu lors de la finale, il l'avertit, il met le jaune et il dit « Attendez monsieur, vous avez un jaune, faites attention ». Donc, faut être diplomate. Je pense que sortir un joueur 5 minutes, bon, peut-être que ça pourrait le calmer, je suis d'accord avec vous, mais l'arbitre, je pense que le problème n'est pas vraiment là. Je pense qu'il y a un souci quand on voit quand Deschamps dit il y a pas longtemps dans le dernier match à Chaperon, t'as pas été bon pendant ton match, et lui répond toi aussi. Bon, il y a des trucs. Bon, il y a un moment, faut que les entraîneurs arrêtent de mettre de l'huile sur le feu, et que les arbitres aussi aient ce droit de reculer un peu de tout ça et d'arrêter d'envenimer les choses qui à la fin explosent et part dans la presse, et on parle que de ça et on parle même pas du foot. Je pense que Deschamps n'aurait pas dû rendre public cet échange, ça fait partie du jeu, on peut dire les choses. Moi, il m'est arrivé à un joueur que j'aimais bien, je suis très ami avec Olivier Capot, qui jouait à Auxerre. Bon, je l'ai arbitré souvent à Auxerre avant qu'il ne revienne là. Ils avaient été 2, 3, 4. Bon. Et ça, je me souviens, j'habitais à Auxerre, Monaco, une chambre un peu, bon, on s'en est un peu dans le match. Toujours en tampon. Et puis, le ballon part en corner, le ballon ne revenait pas, le ballon était parti dans la tribune, et il me dit, c'est mon frère qui est parti avec le ballon, avec un grand sourire. Et moi, je lui réponds, il y en aura au moins un dans la famille qui l'aura touché ce soir. Et bon, je ne sais pas, il m'avait emmerdé dans la boum, je lui ai dit,
ça, c'est tout, bon, ça a terminé. Voilà, on fait des cartons. Tant que c'est pas d'insulte, bon, on peut dire des choses sur le terrain. À un moment donné, je me souviens avec Poulard en 2007 à Caen, on a arbitré un match à Caen, et Dumas était très mécontent de son arbitrage. Il avait fait une sortie après le match, en disant que Poulard n'était plus niveau, qu'il était temps qu'il arrête sa carrière, qu'il avait passé son temps à la durée de rang central. Et Poulard a tapé dans la presse, mais écoutez, il est gentil, Dumas, mais si je prenais sa place, j'aurais du mal à faire pire, son dernier classement. Oui. Non, il faut le comprendre, monsieur Chaperon. Normalement, il se prend des réflexions toutes les semaines. C'est normal qu'il réagisse comme ça. Et bon, moi, je suis très content qu'il ait réagi comme ça. Je trouve que c'est la moindre des choses. C'est normal qu'il ait des temps passe vite avec vous, les amis. Le temps passe vite, oui, comme vous dites. On va se retrouver juste après ça. Chris, si tu es prêt. Bien sûr. De 21h à 22h sur RTS Radio. Ça donne ça. Frédéric Bon. Quand on aime le foot, on parle le foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Mathieu Dossévi. Mathieu Dossévi, j'écoute quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Arnaud Chab. C'est Arnaud Chab, j'écoute quand on aime le foot, on parle de foot sur RTS Radio. Qui seront les prochains invités? Venez le découvrir tous les mardis. C'est ça RTS. Toujours dans l'émission, dernière partie de l'émission, quand on aime le foot, on parle foot. Je passe tout de suite la parole à Émilie pour les pronostics. Émilie, est-ce que tu es là? Mais je suis là, Chris, je suis là. Donc vas-y. Ok, pas de soucis, je te remercie. Bon, on va faire un petit tour rapide pour mon collègue Flo sur la semaine dernière. Donc on avait 3 matchs d'annoncés, donc Ajaccio Nancy, Bordeaux Marseille et Nice Auxerre. Donc sur Ajaccio Nancy, on a Franck, notre invité Xavier, Chris et Flo qui ont fait des bons pronos. Ah, c'est pas mal pour une fois. Ouais, non mais c'était pas mal ça la semaine dernière, hein, vraiment. Hein. On va voir ça. Je suis fière de vous. Bordeaux-Marseille, on a Xavier, Chris et Tom qui ont bien prononcé aussi, qui ont bien pronostiqué. Et sur Nice Auxerre, on a les membres de notre groupe, on a Franck et Chris et Tom. Donc Xavier, une petite pensée pour toi, parce que à la base, tu avais pronostiqué le bon match, et puis après, tu as changé d'avis, donc c'est pas bon, mais on a une petite pensée pour toi, mais en même temps, c'est parisien, on t'en veut pas. Donc voilà. Donc les matchs du soir, on a choisi avec Flo, qui est pas là ce soir, mais on pense bien fort à lui. Donc on a choisi Lyon-Quevilly. Pour se partir en vacances. Ouais, on va pas le plaindre parce qu'il y a du soleil et nous on a de la pluie. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. On est d'accord. Donc sur Lyon-Quevilly, on a les codes. Donc sur Lyon, on a 1,30, sur le nul, on a 4,75 et sur Quevilly, on a 7,75. C'est le moment de miser, il disait. Vas-y, enchaîne, Émilie. Ah oui, carrément. Donc au niveau de notre partenaire. Voilà, je te remercie. De notre partenaire, on a une victoire de Lyon, donc après avoir perdu la finale de la Coupe de la Ligue avec 6 points de retard sur le podium. Les Lyonnais qui ont plus ont plus que la Coupe de France pour faire leur saison. Face à un adversaire qui est à peu près abordable, donc ils ont misé Lyon. Pour notre groupe, une bonne surprise, puisque notre groupe quand on aime le foot, c'est Quevilly. D'accord. Donc Quevilly qui remporte la mise, donc je vais laisser la parole à notre invité. Donc qu'est-ce que vous en pensez sur Lyon-Quevilly? Oui, alors c'est une belle histoire, la Coupe de France, gestionnement de Calais, épopée de Calais, toute la France, il y avait 10 millions de téléspectateurs devant la finale de la Coupe de France. Je pense qu'ils feront une belle audience aussi, parce que les Français, ils aiment bien les petits. Alors bien sûr que tout le monde aimerait que les petits croquent le gros, mais je crois qu'il faut quand même être raisonnable et Lyon va gagner cette finale de la Coupe de France. Allez, 3-1. Regarde, les 3 petits, c'est l'honneur. Ouh là là, 3-1. Émilie, vas-y. Non, je laisse la parole à toi, Chris. Ok, d'accord. Moi, je partirais sur une victoire de Quevilly. Ça va être pour moi très très dur, mais je pense que Quevilly pourrait la jouer en contre. Ça va peut-être pas une très très belle finale, mais bon, pourquoi pas. Allez, je dis Quevilly, allez, 1-0. Chris?
Moi, je me demande si au bout de 75 à 80 minutes, ce ne sera pas match nul. Mais je vois physiquement et au niveau de l'expérience, Lyon, malheureusement, je dis malheureusement, je suis un petit peu comme l'a dit notre invité, notre hôte du soir. Je suis toujours plus pour David que pour Goliath, mais je vois les Lyonnais émerger dans les dernières minutes. Je dirais un but d'écart, donc 1-0. Ok. Julien? Oui, alors moi je vais pas être aussi optimiste que toi, Christopher, mais effectivement, je pense que je vais rester raisonnable et je vais dire la victoire de Lyon. Je pense que ça va pas être si facile que ça, évidemment. Mais voilà, de toute façon, si Lyon ne gagne pas, je pense que j'ai plus qu'à déménager là. Ça fait rien que c'est le cas japonais pour gagner. Thomas, des pronos? Non, mais franchement, les gars, mais défendez, quoi. C'est que qui, en a Lyon, qui joue la Ligue des Champions, qui a perdu, ok, elle joue de la Ligue, avec des points, enfin, c'est pas le débat, c'est le quatrième. Mais, tu avais pas, clairement. T'énerve pas, on t'entend plus, alors reste calme. Quand tu t'énerves, on t'entend plus. On t'entend plus. Déjà, au niveau européen, les points UEFA de la France sont dans le néant total. Maintenant, s'il vous plaît, il faut que Lyon gagne le final. Faut que la gagne. Ah oui, d'accord, si tu parles de ça, mais moi je parle des pronostics, je suis réaliste pour moi que Lyon va gagner. Ok. Mais Lyon, ce que vous voulez sur Lyon, pour une fois, je vais être lyonnais pour une fois, mais des 2-0, 3-0 pour Lyon, si vous voulez, quoi. D'accord, très bien. Émilie, vas-y, enchaîne sur le deuxième prono. Je vais donner mes pronostics avant. Ah oui, c'est pronostic, c'est vrai. Mais c'est pas grave, je suis toujours l'oublier. Non, mais moi, à Lyon-Quevilly, je vais rejoindre Tom et je verrai bien un petit 3-1 pour Lyon. Donc, pour une fois, je vais être du côté de Flo. Donc, ouais, je vais être lyonnaise pour une fois. Donc, on va enchaîner sur le prochain match. Donc, on a Lille-PSG. Donc, Lille-PSG avec les codes de 2,25 pour Lille, 3,75 pour le nul et PSG 2,90. Donc, notre partenaire football.fr, avec un hasard diminué, sorti de blessure lors du dernier match, ils vont être pour le PSG. Le lot n'est plus le même. Le PSG en confiance, suite à sa démonstration face à Sochaux et vu le nombre de buts, Nîmes, Pastore, Menez, Néné tirent dans le même sens. Donc, ils sont pour le PSG. Donc, je vous laisse la parole pour vous. En tout cas, pour moi, dans les derniers, un match nul un partout. Match nul un partout. Alors pour moi, ça va être encore une victoire de Lille. Et ils vont jouer un gros match. Ils vont tout donner sur ce match-là. Et pour les Parisiens, ça va être très dur. Ils sont un peu moins soudés que les Lillois, donc je vois bien une victoire de Lille. Voilà. Bon, après, je dirais pas de score parce que ça va être un pronosticable, mais je pense une victoire de Lille. Chris? L'importance d'Eden Hazard, je ne suis pas son premier, malgré que je sois son compatriote, je suis un de ceux qui est toujours le plus critique vis-à-vis de son ratio. Mais malgré tout, je trouve que ces dernières semaines, il faut quand même lui reconnaître ça, qu'il est très important et même indispensable. Alors, son état de forme inquiète. Dans ce contexte-là, moi, je verrais plutôt, en effet, aussi un match nul, comme Monsieur Derrien. Un but partout ou 2-2. Je pense qu'il va y avoir quelques petites erreurs défensives dans ce match-là et ce serait pas étonnant vu de la saison des deux équipes. Donc, je dirais plutôt un 2 buts partout. Julien? Moi, je vais rester du côté du stock et je vais partir pour une victoire de Lille. Je pense qu'ils vont se mobiliser à domicile et je vais gagner. D'accord. Tom? Moi, je vois Lille champion en fin de saison, donc 3-1 pour Lille. Oh là là, Lille champion. Bon, écoute, on garde les Landes. Et toi, Émilie? Moi, Lille PSG, je verrais bien Lille gagner, donc je dirais 2-1 pour Lille. Et juste une petite remarque, tu pourrais pronostiquer Lille champion, je crois que tu rapporterais beaucoup de sous à la radio, si c'est vrai. Ouais, j'espère qu'il va le faire. Ça fait 3 semaines que je le dis déjà. D'accord. Fais-le maintenant, hein. La cote est très haute là, et profites-en, Tom. Émilie, vas-y. Ok, donc on va enchaîner le dernier match, donc Toulouse-Montpellier. Toulouse-Montpellier, donc au niveau des cotes, on est à 2,60, au match nul, on est à 3, et pour Montpellier, on est à 2,55. Au niveau de notre partenaire football.fr, sur Toulouse-Montpellier, on est sur un match nul. Donc Toulouse est un adversaire par excellence, capable de s'ébrouiller face au gros du championnat. Sa victoire contre Lyon le prouve. Montpellier qui joue le plus devrait pouvoir arracher le match nul. Donc pour notre groupe, on est sur Montpellier. Donc après, à vous de dire. On a une victoire donc dans les dernières victoires de Toulouse 1-0.
Très bien, moi je vois une victoire de Montpellier parce que je les vois champions depuis longtemps, donc victoire de Montpellier sans aucun problème. Chris ? Je ne me prononcerai pas sur le titre. Je pense que ça pourrait être un des tournants. Je pense que ça va être Toulouse pour Montpellier, c'est-à-dire que je vois une victoire des Toulousains chez eux par un but d'écart. En effet, Montpellier vraiment ces dernières semaines ne m'a pas du tout convaincu. Mais ça ne veut pas dire que le titre se jouera lors de cette 34e journée, hein, soyons clairs. Julien ? Moi, je vois un match assez fermé, je dirais un match avec pas de but ou très peu. Voilà. Tom ? Moi, je vais rester sur mes petits Lillois champions, donc je vois bien Toulouse gagner. Très bien, et Émilie pour finir. Moi, je partirais sur un match nul. D'accord. Bon, écoutez, les pronos terminés, j'ai envie de dire, avec ces phrases. Merci beaucoup pour cette émission. On va conclure. Avant, la petite question qui sac pour vous, Bruno derrière. La question qui a été posée par une internaute anonyme, j'ai envie de dire. Avez-vous déjà entendu parler de dessous de table dans le monde de l'arbitrage? Et si oui, qui, quand et comment? Attention, on va dire que la question est... Il faut faire une émission d'1 heure, là. Non, et là, je ne pourrais pas malheureusement rester 1 heure de plus, même si j'ai fait beaucoup de plaisir. Non, alors moi, c'est vrai que c'est un vrai fantasme, ça, la corruption des arbitres. On sait, les arbitres sont achetés. Écoutez, en France, pas de souvenir d'un seul match où l'arbitre était mêlé à une affaire de corruption. C'est pas mieux. Donc, ça montre que c'est quand même une corporation qui s'est fait mettre. Après, à l'étranger, il y a eu des problèmes de corruption en Allemagne, il y en a eu en Italie, il y en a eu au Portugal. Donc voilà, donc restons vigilants, notamment avec l'arrivée des paris en ligne. D'accord. Je peux juste préciser une statistique très très importante, une enquête qui a été réalisée par le quotidien belge Sport Foot Magazine il y a quelques semaines. Et dans cette enquête exclusive, avec une marge d'erreur de 1 à 2%, 8% des joueurs français déclarent avoir été approchés sans répondre favorablement à ces sollicitations. Et c'est très important, ce chiffre, et ce n'est pas une blague, 50% des joueurs du championnat de Russie, 50%, un joueur du championnat russe sur 2 a déclaré donc à cette enquête exclusive du quotidien belge qu'il a été un jour ou l'autre approché pour trafiquer, pour truquer un match du championnat russe. En tout cas, moi, j'ai arbitré les pros en France 17 ans, je n'ai jamais été approché par quiconque pour un match. D'accord. Jamais. D'accord. Tom, tu voulais... Les arbitrages symboliques. En France, l'arbitrage adjudicable, vous avez souvent des maillots qui sont mis, un maillot qui est offert à chaque arbitre, qui sont mis sur la table avant le match, au sur tout le monde, ça se fait pratiquement partout. Et après, les clubs recevant un peu l'obligation, enfin, c'est fait partie du code de bonne conduite d'inviter les clubs arbitres, les délégués du match, à dîner dans un restaurant, J'ai envie de dire que c'est un peu le sourire de la Ligue 1, au moins, il n'y a pas de corruption, vous n'avez pas vu de la corruption, et à côté, moi, ça me conforte dans ce que je pensais, qu'il n'y a pas de corruption, au moins en Ligue 1. Peut-être dans les autres championnats, je ne sais pas, j'ai pas envie de me prononcer, parce qu'on n'en sait pas vraiment, mais bon, au moins, en tout cas, en Ligue 1, il n'y en a pas. Moi, j'aimerais juste prendre la parole pour terminer et c'est un gros coup de gueule, parce que, étant jeune arbitre, j'avais la photo de Bruno dans mon livre d'arbitrage pour apprendre à devenir un bon arbitre. J'ai suivi sa carrière, j'ai parlé de Bruno plusieurs fois ces derniers jours, j'ai lu ses livres, et je voudrais juste tirer un gros coup de gueule contre la Ligue 1, contre la fédération, contre les instances. Ôter un dernier match de prestige, comme la tradition veut, à un grand arbitre, c'est juste un scandale. C'est juste un scandale, oui. C'est juste un scandale. Ce qui a été fait à Bruno Darien, c'est juste un scandale. Et honnêtement, si la Ligue pouvait rattraper ça et lui offrir au moins un match de champion ou un truc comme ça, c'est un minimum pour moi. C'est très gentil de ta part, sauf que j'ai arrêté ma carrière, mais dans le temps passe tellement vite. Et la limite d'âge, maintenant. Ça fait 5 ans, et maintenant j'aime les plaisirs de la vie, c'est-à-dire que je fume des cigares de temps en temps, comme ce soir j'en ai un. Il arrive de boire un petit cognac, de bien manger aussi à table, et donc j'ai pris quelques kilos. Donc si un jour il fallait que je retourne arbitrer, il faudra que j'aille recourir
Mais c'est vrai, arbitrer c'est comme nager, ça se perd pas, quoi. L'a enlevé et franchement c'est honteux. Mais c'est vrai que ça a été, ça j'ai très mal vécu parce que tout arbitre qui termine sa carrière, choisit son match, normalement. Même si ça a un peu changé, mais il y a toute sa famille qui vient, ses amis. En fait, moi j'ai fini à Guignon. Contre Bastia, je ne savais pas que c'était mon dernier match parce que j'avais entamé une procédure. Et voilà, moi je voulais finir à Lens, à Bellart, où j'avais commencé en Ligue 1. C'est un stade où j'ai beaucoup y aller. Ayant commencé à Lens et finissant à Lens, j'estimais que la boucle était bouclée. Mais c'est, enfin, bon, on voit bien qu'il y a des gros problèmes en interne et qu'il y a un peu des magouilles, quoi. Ça s'est terminé au Conseil d'État, il y avait moins de monde, et en plus j'ai perdu. Et voilà, bon, c'est malheureux pour vous et malheureux pour nous aussi, parce que moi personnellement qui l'ai lu aussi ce livre, j'ai été touché aussi en lisant ça. Je trouve ça un rappelons, Chris, le titre du livre pour nos auditeurs évidemment. Ah bah l'arbitre. Ah bah l'arbitre. Juste monsieur. C'est l'opinion publique. Oui, non, bien sûr. Monsieur Derrien, j'ai une question très directe. J'ai vu, et en Belgique, c'est un documentaire qui a fait beaucoup de bruit. C'était réalisé par un documentariste belge. Il me semble vous avoir vu d'ailleurs sur le plateau de la RTBF, Monsieur Derrien. Oui, j'ai invité une émission du lundi soir sur le foot. Studio La Tribune, en effet. Avec une émission très sympa dans laquelle il y a un Belge, normal, c'est voulu par des Belges, qui a été dirigeant à Lille. Stéphane Poels, qui a quitté l'émission depuis. Stéphane Poels. En effet. Et moi, j'étais très touché par ce documentaire-là. Et j'ignorais d'ailleurs que vous y avez contribué de près ou de loin. Et je voulais juste conseiller à tous ceux qui ne l'ont pas vu de le voir. Et notamment sur l'histoire de cet arbitre anglais, dont j'ai malheureusement oublié le nom, et pourtant qu'il est très connu. Évidemment, je ne reviens plus sur ce nom-là. Howard Webb, voilà. L'arbitre britannique, notamment, je crois que c'était à l'Euro, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'était il y a quelques... un film qui s'appelle Les Arbitres. Les Arbitres, voilà. Et c'est un documentaire extraordinaire. C'est à l'Euro qui montre un peu les coulisses de l'arbitrage. Et c'est un film qui humanise. Quand on a vu ce film, eh bien, on voit les arbitres différemment après. On voit des arbitres qui doutent, qui sont dans le doute à la mi-temps, qui s'interrogent, des arbitres qui sont dépités, qui savent qu'ils ont fait une grande erreur, qui vivent mal la polémique, des arbitres qui sont heureux après un match. C'est les coulisses de l'arbitrage, comme on n'a jamais vu. C'est vrai que ça change le regard qu'on peut porter après sur eux. Et juste, Monsieur Derrien, je voulais juste vous dire merci parce que quand j'ai vu ce documentaire, j'en avais les larmes aux yeux. C'est un vrai chef-d'œuvre et je crois que c'est un film qu'on devrait montrer dans toutes les écoles de jeunes de football et je crois qu'il y a peut-être ça pourrait faire évoluer la mentalité de certains. Oui, voilà. Donc il y a un peu de dialogue un peu autour de ça. Jus, vas-y, pour terminer. En parlant de jeunes, pour finir peut-être Bruno, est-ce que en tant qu'ancien, est-ce que vous avez quelque chose à dire justement, un conseil à donner à tous ces jeunes qui ont envie de devenir arbitre, qui voient un petit peu comment ça se passe, qui sont peut-être un peu réticents, qui ne savent pas trop quoi faire, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Oui, il y a un slogan en France, mais qui existait qu'en but par aimer les arbitres. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais au terme d'une carrière, j'ai arbitré 27 ans, on garde que les bons souvenirs, j'ai passé de 5 quarts d'heure, mais on retient que les bons moments, et puis c'est une école de la revue, l'arbitrage manqué était d'une nature timide. Quand j'étais jeune, mais l'arbitrage m'a tout appris, m'a beaucoup apporté sur un plan personnel. D'abord, c'est une activité humaine, une activité difficile, il faut faire preuve de courage, de ténacité, faire preuve aussi de prendre ses responsabilités, assumer ses décisions, les expliquer, et pour vraiment aux jeunes qui s'est tenté, parce qu'ils sont peut-être comme moi pas très bons au ballon, moi j'avais les pieds un peu carrés, et qui peuvent peut-être faire une carrière, se disent pourquoi j'embrasserai pas la carrière d'arbitre. C'est compliqué, c'est difficile, mais humainement, moi ça m'a beaucoup apporté, et vraiment ça a été une expérience extraordinaire. J'ai découvert le monde entier par l'arbitrage, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré aussi quelques cons, mais ceux-là, je les oublie. Et puis, ça m'a permis des moments immédiats sur les terrains, au cœur des matchs, il y avait 100 000 personnes à Kiev, à Milan, au cœur d'un match, côtoyer les plus grands joueurs, et puis aussi ressentir à la fin du match, quand on a un match difficile, un enjeu, où il y a du monde, où il y a un contexte particulier. C'est comme un sportif ou un athlète qui a réussi une performance, un arbitre c'est pareil. Quand il a mené à bien sa mission après un match, il a réussi à tenir les débats, ou c'est jamais
tourné, où il a pas fait d'erreur, où il a fait un bon match, où tout le monde salue son arbitrage. On sent après le match une vraie fierté. Et voilà, donc c'est vraiment à tous les jeunes qui nous entendent, qui nous écoutent, eh bien, qui l'embrassent, Macaire, l'arbitre, il faudrait une vie de grand moment. Merci Bruno Drien. On va terminer sur la phrase que tous les invités nous disent. Il suffit juste de répéter ça. Ici, Bruno Drien. J'écoute, quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Alors ici, Bruno Drien, quand on aime le foot, on parle foot. Ici, sur RTS Radio. Nous terminons cette émission. Oui. Merci Bruno Drien, vous revenez quand vous voulez. C'est un réel plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil, j'ai pris un grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur Drien, au niveau professionnel? Je vais pas faire un poupoute, je souhaite, écoutez, moi, l'arbitrage, c'était ma vie, et aujourd'hui, je suis consultant dans les médias, donc je suis en dehors du système, mais pourquoi pas aujourd'hui revenir dans ma famille avec des copains pour gérer l'arbitrage, pour renouveler, pour mettre en place une nouvelle politique. Voilà, oui, moi, je suis disponible pour aussi faire partager mon vécu, mon expérience avec les plus jeunes. Merci bien. Bon, voilà, on conclut cette émission en remerciant Monsieur Payan, Monsieur Dely et bien sûr vous, Monsieur Drien. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission, c'est un vrai plaisir pour nous ce soir. Je remercie toute l'équipe ce soir, tous nos auditeurs, tous nos tweetos et tous les membres de Facebook. Enfin, si tout le monde n'en est pas sorti, merci beaucoup. Et Révolution le 1er mai, quand on aime le foot, on parle foot. Émilie, qui est là ce soir, va prendre les commandes de l'émission prochaine, donc mardi prochain, 100% football féminin. L'invité ne sera pas dévoilé ce soir parce que ça reste une surprise pour vous. Donc soyez au rendez-vous mardi 1er mai, émission spéciale football féminin. Merci messieurs, merci mademoiselle, à bientôt, ciao. Merci à tous, merci à toutes. N'oubliez pas les prochains rendez-vous sur RTS. Vous retrouverez évidemment demain le Flash Sport à 20h20. Et puis vous retrouverez Stan comme tous les mercredis évidemment avec Liberté pour les auditeurs. N'oubliez pas jeudi soir le Motor Show, toute l'actualité des sports mécaniques. Et on aura un invité exceptionnel, là aussi un ancien pilote de Formule 1 qui fut jadis sur les podiums. Alors, petite surprise, ce sera pour évidemment jeudi soir. Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS.